Alors bonsoir à tous. Aujourd'hui on va faire une conférence dans la continuité de notre cycle de conférences sur le sport. Cette conférence est un peu particulière parce qu'elle s'inscrit dans un événement un peu plus large. C'est une nocturne de l'histoire. Une nocturne de l'histoire s'est organisée depuis plusieurs années. Quatrième édition. C'est un événement organisé par plusieurs sociétés de professeurs d'histoire dans toute la France et qui couvre toutes les périodes. Nous, comme on est Sorbonne Antique, on couvre l'Antiquité. Deux mots sur l'association avant de laisser la parole aux conférenciers. La Sorbonne Antique est une association étudiante culturelle qui vise à promouvoir la culture de l'Antiquité à travers plein d'événements différents, des conférences comme aujourd'hui, mais aussi des visites de musées, des voyages, des expositions photos et tout un tas d'autres événements divers et variés. On organise tout ça en partenariat avec des professeurs et la Sorbonne. Je vais laisser la parole à un ou deux conférenciers pour qu'ils nous présentent leur conférence sur les pratiques du corps dans l'Antiquité. Bonne soirée. Merci. Alors juste un petit mot d'introduction, puis après on fera cette conférence, comme vous l'observerez, à 4 mains et à 2 voix. On en parlera tout à l'heure parce qu'il y a de vieilles ridées qui n'ont pas eu le plaisir de partager 4 mains et 2 bras dans le diaporama, mais vous verrez le petit clin d'œil tout à l'heure. Simplement pour vous rappeler que la proposition qui nous a été faite est de parler du corps antique et qu'on a fait un choix de décaler cette proposition pour vous proposer d'autres formes de corps antique, d'autres façons de penser le corps antique. Et c'est pour cela, en effet, qu'on est parti vers des perspectives, non pas originales, mais un peu moins conceptuelles et traditionnelles des corps antiques. Et c'est ce qui nous intéresse particulièrement. Alors on va avoir l'occasion de discuter de différentes formes corporelles, mais on va commencer par une forme d'introduction sur cette fabrique du corps qui vous permettra ensuite de comprendre les quelques exemples qu'on a choisis tous les deux pour essayer de mettre en perspective les corps antiques, peut-être qu'on peut déjà le dire au pluriel, avant d'arriver à une synthèse tout à l'heure, une forme de postérité de ces corps antiques dans le monde contemporain. Je te laisse la parole, je pense, pour le début. Oui, merci. Alors merci aux organisateurs de nous avoir invités, surtout d'avoir invité un historien de l'art dans ce temple de l'histoire et de la littérature. Et surtout, bonne idée et merci de nous avoir invités à parler d'un sujet, le corps antique, qui depuis des décennies me semblait devoir pouvoir être traité de manière absolument sereine, ce qui n'était pas au 19e, au début du 20e, et qui depuis 3 ou 4 ans, non seulement aux États-Unis mais même en France, on va voir ce soir, retrouve une certaine chaleur. C'est un sujet à nouveau explosif, si je puis dire, à la fois parce que c'est le corps et à la fois parce que c'est le corps grec, mais ça c'est ce dont je vous parlerai à la fin. Juste, je me permets de rajouter qu'on va parler donc à peu près 1h30 et vous aurez une demi-heure de questions. Et moi je parlerai essentiellement au début et à la fin. Alors, comme le montre cette exposition qui a eu lieu à Londres en 2015, mais j'aurais pu choisir de nombreux exemples, le corps grec est encore d'une certaine manière considéré comme le modèle à partir duquel s'est définie la beauté en Occident en tout cas. Mais si je vous ai mis ces deux images, à gauche l'affiche et le catalogue, à droite un compte-rendu sur Internet qui ne s'adresse pas au même public, on constate déjà qu'il y a une déformation rétrospective entre le masculin et le féminin, puisqu'ils ont choisi pour l'affiche un corps féminin, qui est, vous le savez, le marqueur occidental de la culture imagière occidentale, et ce n'est que, comme vous d'ailleurs sur l'affiche, dans le compte-rendu destiné à un public plus spécialisé, qu'ils ont choisi un corps masculin, celui du discobole, alors même que justement dans l'Antiquité, c'est ce que je vous ai montré, il y a un corps et des corps alternatifs, si je puis dire. Le seul corps, c'est celui des hommes. Le corps féminin, le corps des autres ne sont jamais que des contrepoints. Donc vous voyez, déjà, il y a un échange qui fonctionne, destiné à des publics contemporains et divers.
Alors, lorsqu'on est historien de l'art, et après je verrai comment ça fonctionne lorsqu'on est historien, lorsqu'on est historien de l'art, d'une certaine manière, le corps est inévitable et partout, en tout cas sur les images. Nous n'avons conservé que 2 types d'images, de la sculpture et de la peinture de vase. Il existait par ailleurs ce qu'on appellerait de la grande peinture, fresques, tableaux, sans aucun doute très différents, mais que nous n'avons pas conservé, mais qui en même temps étaient minoritaires, beaucoup moins vus que le reste. Donc je vais me cantonner aux images sculptées et aux images peintes sur les vases qui circulaient strictement partout. Alors comme vous le voyez, dans l'imagerie grecque, il n'y a que du corps, si j'ose dire. Il n'y a pas d'arrière-plan, il n'y a pas de paysage, il n'y a pas d'architecture d'arrière-plan, très rarement une colonne ou un arbre qui nous indique qu'on est dedans ou dehors, quasiment pas d'objet. Le cerceau ou le disque ne servent qu'à qualifier un discobole et un jeune homme qui joue avec un cerceau. Et donc toutes les images ne sont que des images, je le répète, en dehors de ce qui a disparu et qui avait des arrière-plans, ne sont que des images de corps. Et pas de n'importe quel corps, on va le voir. Deuxième remarque préalable, pour opposer justement, mesurer la différence entre l'image et le texte, qu'il soit oral ou écrit, les imagiers sont soumis à des contraintes et en même temps ont des opportunités très différentes de ce qui relève de la langue, quelles que soient les modalités de la langue, que ce soit un discours politique, historique, etc., etc. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Lorsque Homère ou n'importe qui dit qu'Apollon est le plus beau des dieux, il peut se satisfaire de dire cela. Chacun a une image, si j'ose dire, mentale, ou pas d'image mentale, et on le fait parler, on le fait agir, on commente Apollon, etc., etc. Lorsque n'importe quel imagier, un grand sculpteur ou quelqu'un qui fait des petites images, doit représenter Apollon, il est contraint de le représenter justement, de choisir son âge, sa taille, sa musculature, la couleur de ses cheveux, sa position, etc., etc. Ce qui n'apparaît évidemment quasiment jamais dans les textes. Même si on voulait décrire un homme, un dieu, un héros pendant 30 pages, Dürer l'a bien expliqué, jamais on ne le représenterait. Alors les imagiers ont des problèmes comme tous les imagiers, avant le cinéma, les imagiers de l'image fixe, les peintres, les sculpteurs, ont des problèmes pour représenter la cause, la conséquence, la motivation, mais ce qui nous intéresse, le corps, les imagiers sont contraints de faire des choix concernant le corps, et vous avez là 3 Apollons, peu importe les différences de lieu et des différences de taille, de lieu et de date, donc de style, il y a les cheveux longs, il y a les cheveux courts, il y a plus ou moins jeunes, vous voyez, celui de droite est très juvénile, alors que celui du centre est beaucoup plus mûr, si j'ose dire, ce sont des catégories modernes, la coiffure n'est pas la même, etc., etc. Alors, dans l'imagerie, la première chose que l'on voit, des corps que l'on voit apparaître, c'est une opposition immédiate en termes de genre. Même si les images d'hommes sont beaucoup plus fréquentes, infiniment plus fréquentes et beaucoup plus centrales que les images de femmes qui sont minoritaires et périphériques, la première chose qui saute aux yeux, même des étudiants, c'est la différence de genre, où là je vous ai mis 2 statues strictement contemporaines de même fonction et de même lieu en haut, et en bas 2 statues qui apparaissent sur le même monument, à savoir le Parthénon. Et vous voyez immédiatement la différence. Le masculin est très souvent nu, alors que le féminin est quasiment, sauf dans quelques images pornographiques, mais je vous rassure, on ne vous les montrera pas, le féminin est pendant très longtemps et presque toujours vêtu. Quelles que soient les périodes, quels que soient les lieux, les styles, etc., etc. Alors, cette nudité, qui n'est pendant très longtemps que masculine, cette omniprésence quasiment de la nudité s'analyse de 2 manières différentes. Il y a, c'est le cas à droite, une nudité qui est référentielle, c'est-à-dire qui correspond au modèle représenté. En l'occurrence, à droite, il s'agit d'un athlète
qui est en train de nettoyer son corps après l'exercice, d'enlever le sang, le sable, la sueur, l'huile, etc., etc. Et de fait, de nombreux textes, mais on a de nombreux témoignages, ne serait-ce que l'étymologie, dans les enceintes destinées au sport, soit aux épreuves, soit aux entraînements, la palestre, les gymnases, etc., etc., les hommes étaient nus, aussi bien les enfants, les jeunes que les adultes. Donc là, c'est le référent qui est nu et qui est montré nu. Et de fait, cette nudité à la fois effective dans les gymnases, etc., etc., et dans l'image, encore plus répandue que dans la réalité, est l'un des marqueurs de l'hellénité. Beaucoup de textes expliquent bien que la présence du nu dans l'espace public est un marqueur d'hellénité au même titre que la langue, que la mythologie, etc., etc., par opposition à tous les barbares qui les entourent, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, qui eux, au contraire, je vais y revenir, couvrent le corps. Mais ce ne sont pas les seuls nus masculins. S'ils sont aussi nombreux, c'est qu'il y a aussi des nus comme celui de gauche, où là le personnage est en train, vous voyez, de combattre, il n'est pas au gymnase, que les archéologues contemporains ont appelé le nu héroïque. Bien évidemment, les Grecs ne se promenaient pas dans la rue ou n'allaient pas combattre nus. Ils y allaient habillés plus ou moins les pieds à la tête. Et donc le nu que nous avons là n'est qu'un fait d'image, une héroïsation de la guerre qui ne correspond pas à la réalité. De même que les personnages de Ingres qui se faisaient portraiturer au XIXe siècle mettaient leurs plus beaux atours, leurs décorations, leurs bijoux, etc., etc. Dans l'Antiquité, c'est l'inverse. Si l'on veut se valoriser, montrer ses qualités morales, on montre ses qualités physiques par le nu. Donc, ce qui a posé longtemps des problèmes aux réalisateurs de films antiques, mais se promenait-il vraiment nu? Non, il ne se promenait absolument pas nu. C'est ce qu'on appelle donc un nu héroïque. Et dernier point qui explique la prolifération de ces images de nu, non seulement la réalité, non seulement le fait qu'on n'a que des corps, non seulement le fait qu'on a aussi des nus héroïques, mais surtout le corps de l'homme, oui, ils se ressemblent tous, sert à bien des choses. C'est-à-dire qu'une grande catégorie, une vaste catégorie de figures, de référents, vont apparaître finalement de la même manière. Je vous ai mis à gauche un homme, un sportif, j'aurais pu vous mettre un guerrier, les mêmes que tout à l'heure, nu. D'ailleurs, plutôt que mortel, on reviendra sur les hommes, les mortels, c'est la même chose. Donc tous les sportifs, mais même les hommes politiques, pensez bien que le célèbre buste de Périclès, le casque sur la tête, toujours, est une copie romaine tronquée, c'est le cas de le dire, d'un original, qui était, lui, grec et en pied. Il est très probable qu'il était nu, lui aussi. On a le statut d'homme politique nu à l'époque hellénistique sans problème. Donc les hommes sont représentés nus, que ce soit un nu réel ou un nu d'image. Deuxièmement, les héros, bien évidemment, sont strictement identiques, que ce soit Achille, ici c'est Héraclès, peu importe, ils ont exactement la même apparence, même si dans les textes, on nous explique qu'ils sont plus grands, plus forts, en termes d'image, ils sont identiques. Troisièmement, les dieux. Les dieux grecs, vous le savez, sont anthropomorphes. Parfois, ils se métamorphosent, mais ça n'a rien à voir. Ils sont anthropomorphes, par exemple, à la différence des dieux égyptiens, qui sont mi-homme, mi-animal. L'apparence des dieux, de tous les dieux grecs, est strictement identique à celle des hommes. Quant aux morts, les représentations des morts dans les cimetières, et ailleurs, sont absolument identiques aux vivants, c'est-à-dire que, à la différence du Moyen-Âge, qui a inventé les gisants, pire, les transis, vous le savez, ces images où le corps se décompose avec des vers de terre qui sortent de partout, des petites bêtes partout, les Grecs représentent toujours les portraits des morts dans les cimetières comme des gens, le quatrième, enfin le deuxième à droite, vivants, exactement de la même manière. Donc vous voyez, ça sert aussi bien aux dieux qu'aux humains, aux morts qu'aux vivants. Mais celui qui explique probablement la diffusion, aussi l'importance du corps masculin et de ce type de corps, c'est la statue de droite. Le canon, vous vous demandez peut-être ce que ça veut dire. Cette statue est singulière, même si elle ressemble absolument aux autres. En effet, elle ne représente pas quelqu'un. Un vivant, un mort, un héros, un dieu.
Il s'agit d'une statue qu'on a perdue, mais on a des copies romaines, ce que vous avez là c'est une copie romaine, qui illustrait un texte théorique. En effet, le sculpteur Polyclète est l'un des premiers sculpteurs à avoir écrit un texte théorique sur la représentation du corps et sur le corps. Et l'on sait que cette statue était une illustration, une défense et illustration, si vous voulez, de ces théories. Et donc, même si il avait une lance sur l'épaule, ça n'a strictement aucune importance. Là, le but, c'était de mettre une statue en équilibre. Cette statue, comme le texte, démontre ce qu'est un corps type, ce que plus tard Platon appellera un idéal. Non pas un idéal prescriptif, ce à quoi il faudrait ressembler dans une revue de femmes ou d'hommes, pas du tout. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un corps tel que la génétique, tel que l'espèce, la nature, le crée. Et si ce corps est tellement idéal dans tous les sens du terme, c'est parce qu'il est conçu autour d'un système de proportions. Censément, toutes les mesures du corps qu'on pouvait prendre n'importe où étaient toutes des multiples ou des sous-multiples d'un module qui était probablement la tête. Et je ne sais pas si vous arrivez à le voir, le corps entier entre 7 fois, la tête entrerait 7 fois dans la hauteur globale. Mais toutes les autres mesures, jusqu'aux doigts, etc., où donc l'harmonie de la représentation tient à ces caractéristiques mathématiques. Alors que le corps soit un objet mathématique, c'est pas vraiment une nouveauté. Pensez à Pythagore, tout est nombre. Il y a par exemple l'architecture qui, bien avant la sculpture, est fondée aussi sur un système de proportions qui en génère ce qu'ils appellent l'harmonie et ce que nous appelons la beauté, ce qui n'est pas la même chose. Il y a une espèce de petit glissement. Mais vous allez me dire, un temple, le Parthénon, n'ont pas de référent, donc ils peuvent être très bien construits autour de systèmes numériques. Il faut bien comprendre que pour les Grecs, le corps fait partie du cosmos et au même titre que la circulation des planètes, il est aussi construit sur un système numérique. Donc pour Polyclète, c'est aussi bien les statues que les corps réels qui sont, j'ai envie de dire, programmés, vous pardonnerez le mot là, pour apparaître de cette manière-là. Alors, autour de ce corps qui est central, vous l'avez compris, j'ai essayé de vous expliquer, vous donner quelques pistes pour vous expliquer à quel point il est central. Tous les autres ne vont jamais être que des contrepoints par rapport au corps masculin. Alors, puisqu'on est chez les Grecs, ils ne pensent pas prioritairement les hommes et les femmes, ils pensent surtout les Grecs et les non-Grecs. Et les non-Grecs, vous le savez, ils les appellent les barbares. À ceci près que barbare, d'abord est un mot qui relève de la linguistique, ce sont ceux qui parlent mal le grec, et que ce qui oppose les Grecs et les barbares, ce n'est pas, comme dans les mondes actuels, une question de race, c'est une question de culture, de langue, de religion, etc. Et d'ailleurs, un barbare peut s'helléniser, pensez aux Romains, et des Grecs peuvent aimer la civilisation barbare. Et d'ailleurs, dans les périodes récentes, certains auteurs déplorent la perte du sens de l'hellénité. Tout ça pour dire que la différence entre les Grecs et les barbares n'est pas une différence de corps. Elle est ailleurs, la différence. Alors justement, je vous ai mis là 3 exemples, et j'ai fait de l'intersectionnalité, vous allez le voir. Ce qui caractérise le corps barbare dans les images, d'abord, je vous l'ai dit, c'est qu'il est vêtu. Il est vêtu des pieds à la tête, il n'est jamais nu. Je vous ai mis l'exemple non pas d'un Perse, mais pour changer un peu d'un Thrace, c'est-à-dire des barbares du nord de la Grèce, actuellement la Bulgarie, la Roumanie, et vous voyez qu'il est non seulement entièrement vêtu, mais vêtu d'ailleurs avec des vêtements totalement différents de celui du grec. Au milieu, je vous ai mis non plus un Thrace, mais une Thrace. Une femme Thrace, comment je la reconnais? Parce qu'elle essaye d'assassiner Orphée, et dans la mythologie grecque, ce sont des femmes Thraces qui tuent Orphée. Alors elle est habillée à la grecque, sauf que je ne sais pas si vous arrivez à le voir, sur les bras elle a des tatouages, des chevrons. Donc formellement, visuellement, ce qui fait d'elle une barbare, ce n'est pas les vêtements comme chez les hommes, c'est le tatouage, alors même que les Grecs n'altèrent jamais leur corps, certainement pas par le tatouage.
Et vous notez à cet égard qu'il s'agit à nouveau, même si les femmes thraces étaient tatouées, d'une construction proprement imagière et grecque. Parce que non seulement Hérodote nous le dit, mais les vestiges des momies thraces retrouvées dans la toundra du sud de la Russie nous montrent que les hommes et les femmes étaient tatoués, thraces. Or, jamais dans les images, les hommes ne sont tatoués. Seules les femmes sont tatouées. Donc, vous voyez comment, face à une réalité, non seulement ils n'étaient pas habillés pareil, mais ils étaient tous tatoués, les Grecs vont construire des concepts antithétiques homme-femme, pour les hommes le vêtement, pour les femmes le tatouage. Enfin, à droite, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir le détail, vous voyez mieux que nous. Il s'agit cette fois-ci d'Égyptiens, et à nouveau, après le nord, le sud, d'altération du corps, qui là n'est que masculin, puisqu'il s'agit de la circoncision. Cette image représente Héraclès en train de combattre contre des Égyptiens qui prétendaient le mettre à mort et le sacrifier, et bien évidemment, il va avoir le dessus. Et vous voyez comment cette image, au-delà du récit du combat d'Héraclès contre les Égyptiens, mais de toute évidence, avec cette grande diagonale héroïque, le corps grec, et je ne parlerai pas de son sexe à lui, mais je pourrai répondre à des questions plus tard, et au contraire, s'arrange pour bien montrer le sexe masculin de ses adversaires, je ne sais pas si vous allez le voir, qui sont tous circoncis. Donc la circoncision, le tatouage sont autant d'altérations du corps barbare. Quant aux traits ethniques, qui ne relèvent pas du vêtement, qui ne relèvent pas de l'altération culturelle comme le tatouage, etc., il n'apparaît que très rarement. Alors, je vous en ai mis deux exemples qui sont assez intéressants. Le premier, à gauche, sont les Éthiopiens. Dans la mythologie grecque, l'Éthiopie, c'est pas l'Éthiopie actuelle, c'est, dirait-on, l'Afrique noire, sous l'Égypte. L'Éthiopie apparaît dans un certain nombre de mythes, et ce qui est représenté là, c'est, à gauche, c'est le roi des Éthiopiens, même nom, le fils de la déesse de l'aurore, entouré de deux gardes éthiopiens, et ils viennent tous aider les Troyens lors de la guerre. Or, vous constatez des traits ethniques sur les deux soldats, cheveux crépus, nez camus, etc., et même un armement qui n'est pas grec, qui les caractérise donc doublement par les traits ethniques et par l'équipement comme barbares. Mais vous constatez que le roi des Éthiopiens, lui, à la fois parce qu'il est roi et parce qu'il est fils d'une divinité, si j'ose dire, je ne dirais pas qu'il est représenté comme un blanc, surtout en figure noire, mais il est représenté exactement comme un grec. C'est-à-dire en tant, même s'il est le roi des Éthiopiens, qu'il va être enterré en Éthiopie, etc., qu'il règne en Éthiopie, lui n'a pas le même statut que ses soldats. Autre exemple, beaucoup plus récent, à droite. Donc là, on est à l'époque hellénistique, avec cette célèbre représentation d'un Galate, c'est-à-dire d'un Gaulois, comme Astérix, mais ceux qui vont plus vers l'Est, blessé. Alors, à l'époque hellénistique, pour la première fois, on va s'intéresser à la diversité physique des hommes et des femmes, des différents âges et des ethnies. Et pour la première fois, on va faire apparaître des traits ethniques. Et ils vont très rapidement apprendre à le faire. Donc ce que vous avez là, c'est un Galate, c'est-à-dire un Gaulois blessé, mourant, à l'issue d'une victoire contre les Grecs. Et vous constatez deux choses. D'abord, il a un torque, mais c'est exactement comme les attributs qu'on avait vus précédemment. Je vous ai mis le détail de la tête, avec la moustache, les cheveux hirsutes, etc., etc. Et vous voyez qu'il est nu. Mais la nudité du Galate n'a rien à voir avec la nudité grecque, ni avec le vêtement des barbares. La plupart du texte nous disent que ce qui effrayait les Grecs, c'est que justement, les Galates combattaient nus. Alors que eux se représentent en train de combattre nus, mais combattaient vêtus. Ce qui les a effrayés chez les Gaulois, les Galates, c'est qu'ils se précipitaient sur eux avec des peintures corporelles et nus, si tant est que ce soit vrai. Donc là, vous avez une nudité qui est différente de celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est ethnique, exactement comme le torque, les cheveux, la moustache, etc., etc. Rapidement, et je vous laisse la parole, à côté des corps barbares, il y a aussi le corps des femmes, qui est aussi un autre type de corps minoritaire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une opposition entre le nu et le vêtu. Alors, je vous ai remis un corps vêtu à droite, où seuls les seins, finalement, apparaissent à peu près. Si on regarde derrière, elle n'a même pas de fesses. Le vêtement la couvre, très épais, la couvre totalement. Par contre, si vous regardez les deux images de gauche, les femmes en train de banqueter et au milieu, la femme au gymnase,
vous constatez que certes elles sont nues, dans des cadres très particuliers, de toilettes ou de banquets entre femmes, mais de toute évidence, l'anatomie féminine n'intéresse pas ces peintres. À un moment où ils vont étudier l'anatomie et en rendre compte de manière de plus en plus réaliste, vous constatez que non seulement l'anatomie est quasiment pas détaillée, mais elle est même extrêmement masculine. Alors vous me direz, Michel-Ange fait la même chose, mais pour des raisons différentes. Alors certains historiens, il y a longtemps, encore un peu positivistes, ont expliqué, oui, mais des corps nus masculins, ils en voyaient tout le temps, des corps nus féminins, ils en voyaient pas, c'est pas vrai du tout. Et c'est évidemment qu'ils voyaient des corps féminins autant que des corps féminins. Simplement que ça les intéresse pas, et finalement le corps féminin n'est qu'une sorte de variante du corps masculin, mais qu'on féminise. Ce n'est que très tard, au IVe siècle, que cette statue de droite, pour la première fois, a montré un grand nu féminin. Mais il avait été précédé d'un stratagème que vous voyez à gauche. À une époque où le corps masculin est valorisé, on sait le représenter, etc., pour le corps féminin, tout en le maintenant vêtu, les Grecs vont inventer une sorte de subterfuge qu'à nouveau des archéologues, j'aimerais savoir qui, ont appelé le drapé mouillé, qui n'a rien à voir avec les concours de plage. Il n'est pas censé être mouillé, il est censé être collant, collé par le vent, transparent, etc., etc. Et vous voyez, aussi bien en peinture que surtout en sculpture, à nouveau Parthénon en bas à gauche, le corps féminin, finalement, est tout autant, non pas dévoilé, mais mis en évidence par le drapé moulé. Et là, ils y vont très très fort, puisqu'ils ont le prétexte du vêtement. On marque énormément les seins, le nombril, enfin là, vous n'avez pas de détails, vous regarderez sur Internet au British Museum. On a les petits plis du ventre, le nombril, etc., absolument détaillés, et plus encore mis en valeur par le vêtement que par la nudité. Donc ça date du 5e siècle, le drapé mouillé, et c'est donc au 4e siècle, pour la première fois, qu'un sculpteur représente une femme nue en grand format, mais ce n'est pas une femme, si j'ose dire, c'est une déesse, et c'est Aphrodite. Toute raison de la représenter comme nue, puisque finalement la nudité qui permet de voir sa beauté n'est jamais que son attribut, comme le trident ou le foudre pour les autres. Ce modèle, finalement, renvoie au corps de toutes les autres femmes qu'on ne montre pas, par ses proportions, par son volume, par son épilation. Si la vieillesse est un sujet à la mode, les poils aussi sont un sujet à la mode. Donc si les hommes, eux, ne sont pas totalement épilés, vous le voyez, le corps des femmes est entièrement épilé. Et ce que vous avez à gauche, c'est une scène d'épilation entre copines, si je puis dire, enfin avec un petit éros quand même. Elle s'épile à la mèche, elle brûle les poils, ça doit être absolument épouvantable. C'est pas ni à la cire ni à la pince épilée, c'est elles brûlent tout ça. Ce qu'elles ont à la main, ce sont des petites lampes. Donc je suppose qu'il y a des textes qui en parlent, mais en tout cas on a des images de ce type, et voilà. Dernier point, et ça fera une habile transition pour mon collègue, la question, après le grec, pas grec, homme, femme, nu, pas nu, la question des âges. Alors, dans l'imagerie, le système des âges n'est absolument pas le même qu'ailleurs. Si je me souviens bien, chez Hippocrate, il y a 7 âges de l'humanité. Il ne distingue pas les hommes et les femmes, et on dirait que politiquement, il y a 2 âges, l'éphébie et l'âge adulte. Dans les images, non seulement ça ne fonctionne pas pareil chez les hommes et chez les femmes, mais ça ne fonctionne même pas, ni comme dans la médecine, ni comme dans la politique. Premièrement, aussi bien pour les garçons que les filles, vous en avez un exemple à gauche, les enfants ne les intéressent pas. Il faut attendre l'Europe du XVIIIe pour que ça commence à intéresser quelqu'un. On a quelques images d'enfants, mais comme vous le voyez, ils représentent les enfants comme des adultes miniatures. C'est très rare, ça ne les intéresse pas. Bon. Ce qui va les intéresser, c'est l'image du centre et l'image de droite. C'est-à-dire que pour les hommes, il y a 2 âges. L'âge imberbe et l'âge barbu. C'est-à-dire jeune, adulte. Pas vieux, comme disent mes étudiants, mais adulte. Donc on a, outre l'enfance, 2 âges qui ne croisent pas, je crois, qui ne correspondent pas aux âges politiques, mais correspondent plutôt à l'érotique grecque, et d'ailleurs c'est ce que vous avez ici, c'est le même vase, devant-derrière, qui associe
sur 2 âges, un éraste et un éromène, c'est-à-dire un amant et un aimé, qui nécessairement doivent appartenir à 2 générations différentes, l'un plus jeune que l'autre. Donc ces 2 âges que l'on retrouve systématiquement chez l'homme correspondent, selon moi, en réalité, à une dimension érotique, même si elle n'est pas toujours présente. Les femmes, elles, si j'osais dire, comme disait ma grand-mère, n'ont pas d'âge. Non, elles n'ont pas d'âge, parce qu'elles n'en ont qu'un. Je passe à nouveau sur l'enfance, et vous avez ici 2 images qui vous montrent donc 2 âges de l'homme, l'homme adulte et le vieillard. Ça va être mon collègue qui va vous en parler. Et les femmes, elles, vous voyez, n'existent que sur un seul modèle. Celle, on peut montrer là avec la souris. Celle-ci, oups, non, j'ai pas fait. Celle-ci, vous voyez, est apparemment aussi jeune que le guerrier au centre. Et si l'on regarde l'image de droite, les 2 femmes ont le même âge, sont identiques. Alors que les hommes, eux, ont 2 âges, on voit bien qu'il y a le père et le fils. Or, dans le cas de droite, il est clair qu'il y a sa mère et sa femme. Et néanmoins, malgré la différence d'âge, elles sont représentées exactement pareilles. Et ici, le personnage de droite est nommé, il s'agit des cubes, c'est-à-dire la mère d'Hector. Donc celle qui est représentée, c'est sa mère. Donc pour les femmes, il n'y a qu'un seul âge, donc pas d'âge, entre l'enfance et la vieillesse. Et pour, donc je te laisse ça. Et pour finir, venons-en aux dieux. Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je devais être en 4e ou 3e au lycée, c'est que les dieux étaient immortels, mais les dieux étaient éternellement ce qu'ils sont, mais ils n'avaient pas le même âge, et ils vieillissaient différemment les uns des autres. Pour le dire clairement, la première génération, alors les dieux chez les Grecs, vous le savez, ne sont pas incréés, ils sont créés, ils naissent enfants, vous avez un Dionysos enfant à gauche, ils naissent tous bébés, comme tout le monde, si j'ose dire, sauf Athéna, qui naît adulte. Ils grandissent, c'est-à-dire ils vieillissent, mais ils s'arrêtent à des dates différentes, si j'ose dire. La première génération d'Olympiens, Héra, Zeus, etc., ont une génération, j'en sais rien, autour de 40 ans, alors que la 2e génération des enfants de Zeus, eux, s'arrêtent à une 20aine d'années. Pour le dire dans mes termes d'enfant dont je me souviens très bien, Apollon n'aura jamais l'âge de son père, et Zeus a continué à vieillir, ne s'est pas arrêté à l'âge d'Apollon. Pourquoi ? Alors, vous le voyez très nettement sur les images, avec les 2 Apollons du centre et Zeus à droite, ou Poséidon, les imagiers marquent la différence, exactement comme tout à l'heure avec les érastes et les éromènes, entre dieu jeune et dieu adulte. Et je termine là. Quant aux déesses, alors même que, comme je le dis toujours, la société des dieux n'est pas une projection de la société des hommes, c'est le cas de dire, le genre, par exemple, se pense totalement différemment dans l'humanité et chez les dieux. Dans l'âge, pour la question de l'âge, c'est comme chez les hommes, ou plutôt comme chez les femmes. Vous avez ici 2 déesses de 2 générations différentes, et vous voyez qu'elles sont strictement identiques. Exactement comme chez les mortels, les déesses n'ont pas d'âge, elles ont toutes le même âge, pour le dire autrement. J'ai été un petit peu longue, je te laisse la parole. Je prends la suite. Alors j'ai noté quelques contrepoints quand même à la discussion. J'ai mes questions qui sont prêtes, mais peut-être que je n'aurai pas à les poser, vous les poserez à ma place. Parce que je vais enchaîner, moi, avec encore des vieux, des vieilles. Et moi, j'avais commencé avec un autre titre, j'avais mis les moches. Pour avoir un masculin et un féminin, parce que vous avez remplacé par les laids. On croirait que ce sont les hommes seuls qui sont laids. Je vais vous trouver des cas de laides aussi. Donc l'objectif, c'est aussi de vous montrer que derrière cette fabrique du corps juvénile, adulte et normé, il y a aussi des contrepoints. Et ces contrepoints, ils sont marqués aussi dans l'histoire de l'art, comme ils le sont dans l'histoire. Et je pars de 2 publications toutes récentes qui montrent le renouveau historiographique autour de ce non-sujet de l'histoire ancienne qui étaient les très jeunes, les enfants, et les très âgés que je n'ose encore nommer et donner en condition d'âge. Il y a un livre tout récent de ma collègue Nadine Bernard qui vient d'être publié, « Être vieux dans le monde grec », qui discute donc de ces âges de la vie tardifs des anciens. Et puis, en contrepoint, Véronique Boudon-Billot, qui est une spécialiste de la médecine antique et qui publie les textes de Galien, médecin romain, rappelle que chez les médecins, et j'arrive à la conclusion immédiate,
il n'y a pas d'âge de vieille ou de vieux. La catégorie des vieux n'existe pas pour la médecine. Le corps évolue, le corps change, mais il n'y a pas de traité spécifiquement et de conditions médicales particulières appliquées à la vieillesse. Donc, elle le dit comme ça, il n'y a pas de vieux en Grèce. Un vieux, ça n'existe pas, ou plutôt, c'est compris dans tous les âges de la vie du corps humain, masculin et féminin. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est de revenir sur ces âges de la vie. Alors, vous connaissez l'énigme du sphinx, de la sphinge, qui montre bien que chez les Grecs, on a quand même pensé 3 âges, et qu'on envisage éventuellement, vous connaissez qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, 2 pattes le midi, à 3 pattes le soir. Je vous laisse la réponse dans votre esprit, je ne la donne pas, et je voudrais vous poser cette question. Quand devient-on vieux? Peut-on donner un âge précis d'entrée dans ce que j'appellerais la vieillesse? J'attends vos propositions, j'ai fait mes recherches, j'ai une partie de réflexion en tête, mais bien sûr, il s'agit de repartir de ce que vous pensez. À quel âge? Est-ce qu'il y a un âge précis, une décennie particulière qui fait entrer dans la vieillesse? Oui. C'est relatif à l'âge qu'on a nous-mêmes. Donc pour vous, à votre âge, et je ne vous demanderai pas votre âge par décence, vous donnez l'entrée dans la vieillesse à quel âge? À quel âge alors? Oui, donc ça veut dire qu'on sera toujours jeune. Oui, le vieux, c'est les autres. Oui, mais j'allais le dire, mais attends. Non, c'est pas ça. J'ai autre chose, mais donc... Quand j'avais 15 ans, pour moi, le vieux, c'était plutôt que ce que maintenant... Oui, c'est la réponse que j'ai de base, c'est pour les enfants, leurs parents sont toujours vieux, mais vieux. Donc réponse décalée en permanence, et pour moi, mes vieux, ce sont mes parents, donc je décale plus tard. Mais il n'y a pas un âge, enfin je veux dire dans les statistiques officielles modernes, il n'y a pas un âge d'entrée dans une catégorie différente? Non? Alors, deuxième proposition. Il y avait les seniors. Actuellement, la retraite. Sauf que comme la retraite se décale, quand moi j'arriverai à la retraite, je serai hyper vieux. Pareil, malheureusement. Donc l'âge de la retraite de 60 ans, basculant vers 65, 67 ans, peut-être 70 pour vous, vous serez jeune longtemps. Rassurez-vous. Alors, ça, c'est une difficulté, c'est-à-dire que représenter un objet d'art et le qualifier en termes de lexique, de guéras, disent les Grecs, vieux. On peut mettre l'image. Voilà, on va remettre les images et on va rebondir sur ces images-là. Alors, j'ai regardé les statistiques de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui explique que l'entrée dans la vieillesse se fait progressivement. Ça nous rassure déjà un peu. Choisissent des mots moins désagréables dans l'OMS, et qu'ils expliquent ensuite que donc il y a une entrée dans la vieillesse à partir de 60 ans. Donc pour nos sociétés modernes, l'âge de la retraite, pensez sans doute à ça en termes de limite peut-être, à partir de 60 ans. L'entrée se fait progressivement. Je termine avec l'OMS qui donne 3 âges de la vieillesse, qui donc donne des sous-catégories. Jusqu'à 75 ans, on est, je cite, un jeune senior. J'adore ces noms. C'est le début, ça n'est que le début. 75-90, c'est la véritable, donc les vrais seniors, les personnes âgées, et puis après 90 ans, les grands seniors, le 4e âge. On a inventé des tas d'expressions pour tourner autour de ce que serait la vieillesse. Alors ça nous rassure parce que nous, on est des jeunes. Nous, les 2 conférenciers du moment, nous ne sommes pas dans ces catégories, donc nous sommes de vrais jeunes et pas de jeunes seniors. Donc ce vocabulaire de la vieillesse actuelle, qui est très opaque tout de même, on met finalement ce qu'on veut derrière cette catégorie. Chez les anciens, on le fait aussi. Alors, avant d'arriver à ces images qui présentent des personnages très âgés aux côtés de personnages plus jeunes, je voudrais vous rappeler que les anciens avaient bien un vocabulaire pour annoncer cet âge de l'adulte parvenu à un moment de sa vie très avancé. On parle de guéras. Pour qualifier l'individu très âgé, ça donne les gérontes à Sparte, ceux qui, après l'âge de 60 ans, deviennent des magistrats potentiels pour la cité et qui sont renommés pour leur sagesse issue de leur expérience d'années de sacrifice pour la cité de Sparte. Il y a des dérivés, on va le voir juste après, avec Graos ou Gray, les femmes ridées. C'est ça qui est sauté. Ces vieilles, moi les Greys sont après, on va venir. Je vais vous les montrer, ces vieilles femmes ridées aussi. Et donc ça veut dire que pour les anciens, il y a aussi une conception de la vieillesse, il y a une représentation de personnages illustrant cette vieillesse, et que globalement, les hommes sont âgés, ils entrent dans cette vieillesse à partir de 50 ans, et ils sont véritablement dans cette vieillesse à 60.
C'est une sorte de catégorisation qu'on trouve chez les Grecs assez rapidement. 60 ans, c'est la catégorie des plus mûrs, les hommes mûrs, disent les sources. On ne parle pas de vieux, on parle d'hommes mûrs, d'hommes faits. Pour les femmes, c'est beaucoup plus tôt, c'est 40 ans. Ça signifie qu'il y a un écart immense d'une génération pour nous. Les femmes sont âgées à partir de 40 ans. Pourquoi ? Les anciens et les médecins pensent que les grossesses multiples modifient le corps féminin plus rapidement, que ces femmes sont donc plus vieilles, et elles sont vieilles plus tôt. Et donc il y a ce décalage. Donc quand on voit une vieille femme dans les vases grecs, on peut l'imaginer de près de 40 ans ou un peu plus, et pas de 60, comme pour la représentation des hommes âgés. C'est la fin de la beauté, c'est la fin de la jeunesse, c'est la fin de la représentation féminine attendue. Alors, j'arrive maintenant à ces critères d'âge et à ces représentations d'âge. Dans les vases grecs, majoritairement, et la sculpture grecque, elle laisse très peu de place à des présentations de corps âgés. C'est plutôt sur les représentations vasculaires qu'on les trouve. Ces représentations de corps âgés correspondent à des canons, là aussi. C'est-à-dire qu'on sait que le corps âgé est un corps qui vieillit, que ce vieillissement est un vieillissement physique. Il doit donc s'observer par des critères, des représentations permettant de placer le personnage. Le port d'une canne, le dos voûté, alors les cheveux blancs, Priam, excellent exemple ici, je ne sais pas si le pointeur fonctionne, si vous l'avez. Priam venant, et la scène est très célèbre, je crois que c'est le peintre de Brigos ici, vase du début du 5e siècle. Priam vient demander à Achille dans sa tente la récupération du corps d'Hector qui est au pied de la crinée, de la banquette d'Achille, et Achille se fait prier très longtemps pour obtenir ce qu'il souhaite et finit par céder à Priam. Et donc ce vieux Priam, le peintre a rehaussé par la couleur blanche, qui est réservée habituellement aux femmes pour la peau des femmes, a rehaussé la chevelure du vieillard pour montrer l'écart de statut et l'écart d'âge. On a la même chose, et je passe à droite avec le vase ici, qui représente Héraclès affrontant Guéras. Guéras, c'est le vieux. C'est sa traduction exacte. Guéras porte le prénom qui se traduirait par homme âgé. Et Guéras est un personnage de mythologie. Donc on a déjà deux exemples dans la littérature et dans la mythologie. La représentation de personnages particuliers nommés font appel à tous les codes de la vieillesse, à la représentation attendue d'un corps âgé. Ce Guéras, il est intéressant parce que ce Guéras est un adversaire d'Héraclès. Il s'agit d'une rencontre entre les deux personnages et Héraclès finit par molester Guéras, par le frapper. Et c'est ce que la scène que vous avez là, Guéras est tout petit, décharné, implorant Héraclès. Il a la taille d'un enfant face aux héros. Je sais que les héros sont plus grands que les humains. Et que donc, face à un mortel, l'écart est encore plus criant ici, un mortel âgé. Tout de même, vous remarquerez que frapper les vieux, c'est possible chez les Grecs. Ça amène quand même une mise en perspective, en tout cas dans le mythe, cet affrontement qui, comme avec les autres personnages que Héraclès rencontre, amène une mise en concours des compétences d'Héraclès face aux compétences de son adversaire, permet ce qui, pour nos sociétés occidentales, est tout de même quelque chose d'étonnant, voire d'inqualifiable. Je passe à une troisième image et après je vais venir à deux exemples mythologiques. Je parlais de femmes ridées, je vais y venir. J'ai un bel exemple ici pour vous montrer qu'il n'y a pas que des héros et des personnages mythologiques qui peuvent être représentés. Il peut s'agir également de personnages anonymes ou, je dirais, de personnalités peu célèbres. Donc on arrive dans la vie quotidienne ici. Alors avec un vase dont la notice a sauté, mais je vais la récupérer rapidement. C'est un vase qui est attribué au peintre Pistoxénos, qui vient d'un musée autrichien, et qui représente la nourrice du héros Héraclès. Donc ce jeune Héraclès va ici à sa leçon de musique ou de grammata, et il est accompagné de sa vieille nourrice qui le suit à sa leçon. Et donc le jeune homme, bien présenté ici, ça nous montre que les âges de la vie, on a deux Héraclès ici, jeune homme et homme adulte, sur deux vases proches l'un de l'autre, que cette représentation ici donc de sa nourrice est intéressante. La nourrice n'est pas célèbre, elle s'appelle Guéropso. Alors, lien avec ce qui a été présenté précédemment, elle est d'origine thrace, et les tatouages apparaissent sur l'intérieur de son bras droit ici. Donc on voit l'appartenance ethnique et on peut nommer cette nourrice grâce
à ce que nous connaissons de la mythologie héracléenne, sans qu'elle soit pour autant un personnage central et principal de la mythologie. Mais on a ces scènes habituelles d'accompagnement par les tuteurs, par les serviteurs de cet enfant ou de l'adolescent qui va à sa leçon. Ici, on a accentué le caractère très âgé de la nourrice d'Héraclès. Alors, il y a d'autres personnages qui sont aussi intéressants. Je me permets de basculer un peu plus loin dans le diaporama parce que la slide avait bougé. C'est Charon, ou Charon, comme vous voudrez, le personnage qui amène les âmes des défunts dans le monde souterrain des enfers. Ce Charon est représenté comme un homme âgé, la plupart du temps dans la mythologie, en tout cas un homme fait. Alors ici, c'est une gravure qui n'est pas d'époque antique, c'est une illustration par Gustave Doré. Donc c'est une gravure du 1861 ou 1863, je n'ai plus la date exacte, d'illustration d'un ouvrage dans lequel donc la mythologie est présentée, ce Charon, le cocher, le navigateur des enfers qui fait traverser le Styx ou l'Achéron selon les traditions, est représenté. Donc là, la vieillesse n'est pas forcément toujours un moment difficile, elle peut être aussi un moment un positionnement du personnage à un âge qui est l'âge de son activité. J'essaie de vous inciter ici à penser la vieillesse de manière positive. Parce que pour les anciens, il y a ce fameux paradoxe qui est qu'on représente des corps dorénavant affaiblis face au corps juvénile de l'athlète au gymnase, ou au corps adulte de l'homme au combat, d'Héraclès dans ses exploits, ou de personnages dans leur activité quotidienne de l'âge adulte. Mais pour les anciens, ces corps âgés sont également des corps positivés, je reprends le terme et je l'enlève immédiatement, je vais changer de terme, des corps mis en valeur tout simplement parce que, je vous l'ai dit, la sagesse est donnée par l'expérience et que donc malgré le dénigrement physique de ce corps, la sagesse vient compenser celui-ci. Et puis, deuxième paradoxe, chacun a une fonction dans les sociétés anciennes, quel que soit son âge. Et que donc, malgré leur très grande vieillesse, ces individus ont encore un rôle à jouer. Donc c'est une société où chacun a un rôle, y compris jusqu'à un âge très avancé. On s'occupe des petits-enfants, on emmène, comme à Sparte, les enfants à leurs leçons, et on devient le maître et le responsable de ces jeunes garçons qui sont très dispersés, qu'il faut mater, c'est-à-dire frapper. Et donc l'homme âgé a toute capacité de frapper les très jeunes enfants aussi. C'est son devoir en tant qu'accompagnant. Alors je parlais tout à l'heure d'autres cas, je vais prendre 2 cas mythologiques pour vous montrer combien le sujet de la vieillesse est un sujet complexe, que plusieurs couches d'explications peuvent être présentées. On avait Guéras, adversaire d'Héraclès, on a un autre personnage qui est connu pour être très vieux, il s'appelle Titon, Titonos, selon les traductions. Titon, c'est quelqu'un qui, dans la mythologie, donc j'ai choisi de reprendre l'hymne homérique à Aphrodite, texte poétique, donc écrit à la manière d'Homère en hexamètre dactylique, mais les hymnes homériques, on en a entre le 6e et le 3e siècle avant notre ère, c'est un style d'écriture. Ce sont des poèmes dédiés à des divinités qui racontent souvent des anecdotes de la vie et des exploits de ces divinités. Et dans le cas d'Aphrodite, on explique que donc, la brillante, je reprends le texte, Aurore a enlevé un de ses aïeux, Titon, semblable aux divinités, c'est le personnage dont je parle. Aurore veut obtenir pour Titon qu'il ne meure pas. Et elle va obtenir de Zeus que son époux fût immortel. Voilà donc la base de cette anecdote. Zeus lui a promis de réaliser ses désirs, et la vénérable Aurore ne songea pas à assurer à son époux une jeunesse éternelle et à lui assurer les chagrins de la vieillesse. Dernier point enfin quand même, puisque l'homme ne peut pas mourir et qu'il est immortel, il continue à vieillir sans mourir, et devient un vieillard complètement décharné, vous l'imaginerez avec la représentation des vases que je vous ai présentés. Et justement, on n'a aucune représentation de la vieillesse de Titon. Alors, on ne l'a pas. Alors, j'ai une gravure du 19e, parce que par défaut d'art ancien, on a des représentations décalées de ce personnage-là, effectivement, et il n'est pas si vieux que ça. On pourra regarder ça sur la gravure. Il y a un décalage parce qu'il est présenté chevelu, barbu, etc., face à sa jeune épouse, restée elle-même jeune.
on ne le présente pas dans une extrême vieillesse, mais la mise en scène est celle-ci, et l'anecdote explique qu'à la fin, Aurore ne supporte plus la vue de son mari devenu extrêmement âgé, et qu'elle décide de le transformer. Alors les mythes se séparent ici, et l'un des mythes explique, une des traditions explique, qu'il serait transformé en cigale, l'animal. Donc voilà une transformation, une transposition très classique dans les mythes grecs, d'un individu qui devient autre chose. Ça peut être une étoile, une constellation, un cours d'eau, un animal. Et donc ici on a un individu qui ne pouvait pas mourir. Alors ça je vais le mettre après. Ah oui, Maigret, je vais chercher Maigret. Ah oui, elles arrivent, elles sont là. Ah voilà. Je vous parlais des vieilles. Vous les attendiez. Alors, ces vieilles, les grées, c'est-à-dire en traduction grecque littérale, celles qui sont toutes ridées, les vieilles peaux. Je me permets, vous m'excuserez, on est filmé, je suis désolé. Ces femmes ridées, je n'en ai pas de représentation vasculaire proche, suffisamment belle. Il n'en existe pas, alors, ou plutôt, elles sont représentées, mais elles sont représentées normalement. Donc j'ai choisi des illustrations très contemporaines pour essayer de vous expliquer ce que sont ces grées. Ce sont 3 vieilles femmes, 3 vieillardes. Elles sont si vieilles qu'elles n'ont plus qu'une dent et un œil pour 3. C'est leur spécificité. Et elles sont un peu prophétesses également. Grâce à leur expérience, elles sont utiles. Et alors il y a un passage d'Apollodore dans sa bibliothèque historique qui est un condensé des mythes grecs à l'usage de ces Romains qui voudraient s'instruire dans la vérité du monde grec, qui doivent donc connaître ces mythes gréco-romains. Et Apollodore, dans sa bibliothèque au IIe siècle, fait un habile résumé d'une des traditions qui explique que Persée, pour aller tuer Méduse, l'une des 3 gorgones, a besoin de matériel magique, des petites sandales ailées, notamment, et il est obligé d'aller voir les 3 grées, dont les noms sont ici, Hério, Péphrédo et Dino, et il leur vole leur œil unique. Il fait du chantage pour obtenir qu'elle lui explique comment trouver les objets nécessaires pour aller tuer Méduse. Voilà, encore un manque de gentillesse envers les vieux, ça fait 2. Donc, pourquoi ce manque de gentillesse ? Là, parce que dans l'imaginaire grec, mais vous le savez déjà, quand on ne correspond pas au canon, on est en décalage social, et un décalage qui met en marge. Je vais terminer mon intervention sur ce cas de vieillesse avec 2 cas contemporains, et puis j'abrégerai le reste pour passer à l'ouverture de tout ça. Dans le monde contemporain grec, en dehors de la mythologie et des personnages dont je vous ai parlé, qui sont nommés, on retrouve très régulièrement cette idée que l'homme, et surtout la femme âgée, dorénavant dénote dans l'environnement social. Je suis allé chercher ici un poème attribué à Méléagre dans l'anthologie palatine, ce recueil de poèmes qui sont des recueils d'époque tardive et qui reprennent des poèmes de toutes époques, depuis l'époque tardive, l'époque homérique, ou le VIe siècle tout au moins, jusqu'à des temps très contemporains, et souvent on ne sait pas qui sont les auteurs de ces petits textes condensés, placés les uns à côté des autres. Ce texte de Méléagre, il m'intéresse particulièrement parce que c'est un poème, certes, mais c'est un poème qui évoque la métaphore d'une femme âgée. Elle s'appelle Timarion, sous la forme d'un vieux bateau. Et donc là, on est dans la métaphore du bateau, de la chaloupe. Je la lis avec vous parce que je la trouve savoureuse. Cette carcasse de Timarion, je la connais bien. Mais bon, ces mots ne sont pas très gentils. Autrefois, fine chaloupe, Cypris, c'est-à-dire Aphrodite, a beau ramer, elle ne peut plus la rendre flottable. Sur l'échine, ainsi qu'une vergue sur son mât, s'infléchissent ses épaules, tandis que ses cheveux blancs sont comme des haubans détendus. Et le pire est à venir, voile secoué, de ses seins tout tiraillés, où la houle a laissé les mêmes sillons enlacés que sur son ventre. Je vous passe la fin, vous avez compris. Le portrait est sans doute réaliste, exagéré éventuellement. C'est une galère cercueil. Dernier mot du poème. Voilà, c'est pas drôle. Ça le serait tout de même, ça le serait tout de même, parce que la laideur, finalement, c'est bien de ça dont on parle. J'ai parlé de laideur féminine, ça c'est fait. Maintenant, je reviens à la laideur masculine, avec le fameux Socrate. Socrate aussi peut être présenté comme Timarion, avec ce parallèle. Alors ce Socrate, on le met en parallèle avec ses élèves. Et alors l'image est doublée dans les 2 diapos que vous allez voir, mais il est comparé avec Alcibiade, qui a été son élève et qui a cherché à être son amant. Les textes sont assez
ambigu sur ce propos. Donc ici, on a un beau portrait d'Alcibiade à droite, dans la vie d'Alcibiade par Plutarque, qui rappelle que ce modèle qui était Alcibiade, de sa beauté physique, rien à dire sans doute, il en parle quand même pour ses lecteurs, sauf qu'elle fleurit durant toute sa jeunesse et son âge mûr. Il n'a jamais été laid, Alcibiade. Même jusqu'à la fin de sa vie, il était toujours beau et attirant, devrais-je dire. Enfant, adolescent, adulte, elle le rendit aimable et charmant. Alors aimable et charmant, mais dans la vie d'Alcibiade, on le présente aussi comme quelqu'un de pas toujours facilement fréquentable. Alcibiade, il est conscient de sa beauté, il en joue. Et il en joue avec Socrate, qui cherche toujours à attirer. Et Socrate se refuse à être l'amant d'Alcibiade. Socrate, qui est présenté par Platon dans le banquet, le fameux banquet, donc comme un personnage du banquet. Et à l'occasion du banquet, il y a une mise en scène comme ça d'Alcibiade qui vient rejoindre le banquet auquel participait Socrate comme invité. Et Alcibiade qui, voulant se mettre en scène et en valeur, dénigre son maître et présente Socrate. Donc Socrate qui le présente comme un si beau jeune homme, ce qu'on vient de dire, et Alcibiade qui a cette phrase devenue célèbre. Écoutez donc, qui s'adresse à tous les banqueteurs qui sont présents à côté de Socrate. Socrate est semblable à ces silènes en terre cuite qu'on trouve chez les marchands d'Athènes. Ces silènes, ces satyres, dont l'apparence est d'une grande laideur. Et donc le texte est précis ensuite. Est-ce que c'est un portrait réaliste de Socrate? On a cherché à mettre en scène le texte du nez camus, du regard bas et du gros ventre de Socrate avec les représentations tardives du personnage philosophe, en cherchant un Socrate laid. Alors vous avez deux représentations particulièrement laides d'un Socrate satyre ici, en tout cas placé comme un satyre. Et donc c'est comme ça qu'on a cette ambition de présenter la vieillesse masculine et féminine. Vous l'avez vu, donc de la mythologie, un glissement vers les héros, puis enfin dans la vie quotidienne, une mise en scène, qui est toujours une mise en scène surjouée. Alors en parlant de surjouée, je vais terminer avec le banquet, puis après je pense qu'on pourra conclure sur nos propos. Non, j'aimerais bien parler de la présence, c'est ça qui est inflammable aujourd'hui, aux États-Unis et même à Michelet, du corps aujourd'hui. Alors je termine avec mon banquet. Voilà, je termine avec le banquet et je reprends la fin. Voilà. Alors on passe les grès et je voudrais arriver à... On va passer Gorgone. Comment, elle est pas belle? Moi j'avais mis un sous-titre, j'avais mis même pas peur. Donc quand même il faut le mettre. Alors on passe peut-être et on viendra... Voilà, là, banquet. Alors le banquet était là. Sur le banquet, j'aurais simplement... Le banquet est quelque chose qui, pour le coup, comme la fabrique du corps, extrêmement connu, codifié. Et je rappelle en deux mots ce que Platon, justement, dans le banquet lui-même, présente à ses lecteurs. Le banquet, c'est une activité de commensalité, privée ou publique, qui a lieu donc avec un groupe de banqueteurs, et je pense aussi au banquet privé particulièrement, chez un individu qui invite. Une dizaine de personnes en moyenne, donc 10-15 maximum, viennent banqueter dans une des salles de la maison dédiée à ce banquet. Ce maître de banquet, qui est l'hôte de la maison, réunit après le repas des individus et on se livre à la consommation de vin de manière codifiée. C'est le maître de maison qui décide si le vin va être beaucoup coupé d'eau ou peu coupé d'eau et jusqu'à quel moment on pourra boire. Il décide aussi des activités qui vont divertir les banqueteurs pendant cette longue soirée de consommation de vin que je n'appelle pas beuverie, consommation de vin. Dans le texte de Platon, on est dans un banquet philosophique et donc on a résolu de ne point faire de débauche et de ne boire que pour son plaisir. On ne va donc pas atteindre l'ivresse dans le banquet présenté par Platon. Et pas de débauche, ça veut dire qu'on ne va pas se livrer à des activités sexualité à l'occasion du banquet. Et puis, l'objectif du banquet qui est présenté sur ce vase, avec tout le matériel du banquet, les crinailles, les banquettes, les vases à boire, les skyphos et tous les supports de consommation du vin, est une activité d'hommes. Les hommes sont à peu près du même âge, soit ils sont de la même génération, soit des hommes plus jeunes accompagnent des hommes plus âgés. On peut avoir deux générations sur les vases, ici. Et on explique aussi que donc on va discuter, le banquet c'est une activité de sociabilité, pensée comme telle et fréquente dans le milieu aristocratique, on discute beaucoup. Dans le banquet de Platon, l'un des individus propose un sujet de discussion, tout le monde est d'accord. Le premier sujet qu'on discutera sera l'amour, l'éloge de l'amour. Et c'est ce qui va permettre ensuite la discussion philosophique qui intéresse Socrate autour de l'amour, de mettre en perspective. Alors ce qui m'intéresse pour le banquet, c'est deux choses. Comment est-ce que dans l'art on représente le mouvement ? Comment est-ce que dans l'art, on représente les sons? On représente des corps, mais des corps qui chantent, ça donne quoi? Des corps qui écoutent
ça donne quoi? C'est la difficulté, comme avec les jeux de couleurs, de représenter les ambiances, les univers. Alors, dans nos vases de banquet, on a systématiquement des convives, des comas, qui sont présentés avec des attitudes. Notamment ici, vous avez plusieurs personnages qui sont présentés, voilà, ici, tout à gauche, ou bien au centre, et même à droite, qui ont des mains levées dans des positions variées. Alors, on est dans la question de l'interprétation permanente. Alors, celui qui chante est ici, à gauche. Et puis, alors, que font les autres? C'est toujours le problème. On sait que ce sont des activités, enfin, ces vases sont des vases où, comme une bande dessinée, on peut avoir plusieurs scènes juxtaposées qui ne sont pas forcément contemporaines. Alors, je laisse la question ouverte pour l'instant. Est-ce que le personnage de centre déclame une poésie, comme les mimes jouent cette poésie, puisqu'on sait que ces poésies étaient faites également pour être accompagnées, que peut-être une gestuelle poétique était nécessaire pour la déclamation? Celui de droite semble faire une libation ou proposer un toast, dirait-on de manière moderne. Le banquet, c'est un mouvement perpétuel. Donc, sur ce vase, on a des mouvements, mais la mise en scène, pour nous, n'est pas facile à comprendre. On n'a pas de texte explicatif en parallèle du vase lui-même. Le chant, le jeu également, on joue beaucoup pendant les banquets pour montrer qu'on n'est pas ivre. Si on est ivre, on est passé dans quelque chose d'interdit. Donc le jeu du quotable que vous connaissez sans doute, c'est quelque chose de très puéril dans le banquet. C'est comment avec un vase viser un récipient qui est placé dans la pièce et essayer de jeter quelques gouttes de liquide jusque dans le récipient central. Donc un jeu d'adresse qui n'a pas grand intérêt, pourrait-on dire, pour nous, mais qui pour les anciens est très représenté. Alors je poursuis avec l'érotisme. On est resté soft. Parce que il y a, je ne sais pas quel pourcentage, mais entre 5 et 10% de vases dits de banquet qui sont un thème érotique, et pour nous pornographique, qui illustrent des scènes de séduction, ici, hommes et femmes partageant une crinée, femmes dénudées, hommes en partie dénudés, ou ici d'hommes et de jeunes hommes partageant la même couche. Alors les crinailles pouvaient être présentées pour deux personnes de base, pour la consommation du vin, on pouvait partager la banquette ici, mais ici on est dans l'homo-érotisme ou l'érotisme, et on a des vases bien plus explicites de sexualité réelle. Alors ça pose cette question, pourquoi représenter tout ça? Il y a un phénomène de mode, ces vases de banquet servent au banquet. Ils sont achetés par des individus privés qui ont demandé, ou bien qui sont intéressés par les thématiques de représentation de ces vases. Donc on met en scène le banquet en buvant. On met en scène des vases érotiques, peut-être en consommant aussi, peut-être en pratiquant une sexualité du banquet. Donc on est dans un phénomène de miroir permanent des corps. Ces corps, ils sont illustrés et représentés dans une position qui pourrait être une position réaliste. En tout cas, qui sont présentés dans une position visiblement phénomène de mode. C'est ça qui m'intéresse. Phénomène de mode, on représente des vases érotiques, phénomène de mode. Actuellement, sur votre vaisselle de présentation, quand vous avez des invités, je suppose que ce n'est pas la thématique la plus fréquente. Je n'ose le dire. Peut-être terminer maintenant avec la postérité de ces corps? Oui. Alors, si aujourd'hui on vous en parle, si on continue à l'enseigner, c'est pour deux raisons. D'abord, parce que quand on fait de l'histoire, on s'intéresse à tout. Donc, mais dans le cas particulier de l'Antiquité grecque, de l'imagerie grecque et du corps grec, parce qu'il a été à l'origine, comme l'exposition britannique le montrait, d'un type de corps à la fois prescriptif et proscriptif, c'est-à-dire ce qu'il doit être, ce qui ne doit pas être, qui a irrigué tout l'Occident moderne depuis la Renaissance. Alors, lorsque, au Moyen-Âge, quelques textes continuent à circuler, mais vous le savez, c'est à la Renaissance que vont sortir de terre en Italie énormément d'images, des statues, avant qu'au XVIIIe siècle ne sortent des vases des temples étrusques. Donc les premières images qui vont donner aux Européens modernes à voir les corps antiques, ce sont ces images donc découvertes à la Renaissance. Et les premiers qui vont s'en saisir, ce sont les sculpteurs eux-mêmes. Vous avez un exemple avec Donatello à gauche, qui, tout en traitant un sujet biblique, puisqu'il s'agit toujours de David, vont s'inspirer formellement. Ce que vous avez à gauche, c'est le premier grand nu occidental. C'est le premier, il a quasiment ma taille, il est un tout petit peu plus petit qu'une taille d'homme, mais c'est le premier grand nu. Et la nudité, comme le caractère juvénile, comme la pondération, c'est-à-dire la manière de se tenir,
sont directement inspirés du modèle grec, même si le sujet n'est pas grec. Vous voyez à droite, avec le tableau de Mantegna, que les peintres font de même, même dans les sujets chrétiens. Vous avez reconnu Saint-Sébastien. L'environnement, les morceaux de statues au pied du saint, l'arc en ruine auquel il est attaché, la blancheur du corps, la pondération du corps, les proportions, autant d'éléments directement inspirés, indépendamment du sujet, du modèle formel grec qu'il venait d'avoir sous les yeux. Alors, autre étape, donc ça va durer, les artistes vont s'inspirer formellement, ça va renouveler l'inspiration des artistes de la Renaissance en Italie et ça va se diffuser. Et progressivement, si je puis dire, s'user, avec une phase d'usure extrême, si j'ose dire, qu'on appelle le néoclassicisme, c'est-à-dire la période essentiellement du XVIIIe siècle, où il y a un revival de l'intérêt par les vases, par plein de choses pour l'Antiquité grecque, et aussi sous l'influence du fondateur, vous devez le connaître, de l'histoire de l'art, qui est Winckelmann, les sculpteurs vont s'inspirer désormais à la fois formellement et dans les sujets, ça c'est nouveau, de l'Antiquité grecque. Or, comme vous le voyez sur ces deux exemples, avec le Jason à gauche et le Thésée et le Minotaure à droite, l'un de Canova, l'autre de Thorvaldsen, qui sont les grands maîtres du néoclassicisme, c'est fin 18e, début 19e. Là, on n'est plus dans l'inspiration type Donatello, on est vraiment dans le pastiche, à la limite du grotesque. 100 ans après, Baudelaire, ça le rend fou, ce genre de sculpture. C'est hyper répétitif, c'est poussé à l'extrême, selon ce que Winckelmann imagine être de l'Antiquité. Donc là, pour cela, l'inspiration, ce ne sont pas les corps grecs que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est l'idée que s'en font les historiens de l'art. Alors venons-en maintenant à une autre période et une autre appropriation ou une autre instrumentalisation plutôt de l'art grec. On peut avoir toujours des raisons de ne pas représenter, soit qu'on ne sache pas, soit qu'on ne veuille pas représenter. Or, l'art grec, le corps grec, beaucoup plus que le corps romain et beaucoup plus que le corps biblique, si j'ose dire, va servir de prétexte, vous le savez, à représenter des nus dans une civilisation, le 19e siècle, où le nu est tabou. Donc, le corps, soit biblique, je pense à Bethzabée ou à Suzanne Aubin, qui est d'ailleurs une scène de voyeurisme, il ne doute de rien, mais c'est biblique, soit surtout les corps grecs vont servir de prétexte à montrer des nus, alors surtout féminins, puisqu'on est au XIXe siècle européen, mais aussi masculin. Alors, vous en avez deux exemples là, avec David à gauche, vous connaissez sans aucun doute le Léonidas Thermopyle, on a là des corps masculins, mais on est en pleine période révolutionnaire, un peu puritaine, on se rabat curieusement pendant quelques décennies sur le masculin, avec évidemment soit une plante, soit un objet, soit un baudrier qui passe devant l'objet qu'on ne saurait voir, mais on a quand même des nus qui se justifient narrativement par le sujet. À droite, vous avez une naissance de Vénus qui, elle, tout en reprenant certains codes antiques, en particulier l'épilation, mais les femmes du 19e s'épilaient aussi, justifie cette exhibition du nu par le sujet antique. Et d'ailleurs, la prude impératrice Eugénie trouvait très bien ce genre de tableau, alors qu'elle était absolument outrée la même année du Déjeuner sur l'herbe, où on a aussi une femme nue, mais cette fois-ci une femme nue qui n'est ni une déesse, ni un personnage de la Bible. Donc le nu antique, qu'il reprenne l'apparence d'un nu antique, ce qui est à peu près le cas du Léonidas, ou pas, ce qui est le cas de la Vénus, néanmoins se justifie par le recours au genre noble que sont les textes antiques et les textes bibliques. Alors, aujourd'hui, dans essentiellement la pop culture, et particulièrement le genre du péplum ou ses dérivés, alors moi j'ai choisi Bruce Willis, mais vous savez plus qui c'est, il doit y avoir le même pour votre génération. Il est devenu très vieux maintenant. Voilà. Ces super-héros musclés sont le péplum
italien, pas américain. Les Américains restent, je vais y revenir, très puritains. Le péplum, donc italien, même si ce sont des coproductions, c'est avant tout un genre du corps. La narration est quand même facile à suivre, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les corps, de regarder les décors, etc., etc. Et là, on a un héritage direct, quel que soit le type de réalisation. J'ai mis aussi bien un péplum très classique, si j'ose dire, des années 50, ou 300 au milieu, où là, tout est fait de manière informatique, mais c'est pas grave. On retrouve aussi bien le sujet comme prétexte que le même type de corps que les modèles antiques. Et moi, ce qui me fait hurler de rire dans 300, si c'était un film érotique, pourquoi pas, enfin certains le voient sûrement comme ça, hein. Si c'était un film érotique, pourquoi pas qu'ils soient tous à poil. Mais là, c'est pas censé être un film érotique. Et pourquoi, vous l'avez compris, les représente nus? Parce qu'ils ont repris le nu héroïque, croyant que c'était un nu réel. Alors ils ne sont pas totalement nus, parce que sinon la censure interviendrait, mais les grands torses brillants de sueur ou de je sais pas quoi, c'est une mésinterprétation, ou alors ils cherchent un prétexte dans le nu héroïque. Alors, aujourd'hui, dans l'art contemporain, il n'y a quand même pas que le pop art, les arts d'ado et des apostrophes ado, hein, et le péplum qui reprennent le corps grec. Il y a aussi des artistes contemporains, comme l'avait fait Donatello à la Renaissance. Alors, Jeff Koons, c'est pas mon artiste préféré, mais je dois dire que sa série des boules bleues est très intéressante. Il s'agit d'une série de copies qu'il a demandé à différents musées, donc musée du Louvre, celui de gauche, je pense qu'il l'a pris à Naples. Il y a des hommes et des femmes, vous notez qu'il y a des hommes et des femmes, auxquels il a associé une boule bleue en verre. Et tous portent le titre de boule, et après un sous-titre avec la statue d'origine. Et ça a l'air très simple, ça a l'air un peu d'une arnaque intellectuelle comme l'art de Jeff Koons, mais en réalité, moi je trouve que c'est très profond. Alors je ne sais pas si lui y a pensé, en tout cas moi j'y ai pensé, et je trouve que c'est très suggestif, comme on dit dans les critiques à droite à gauche. De fait, juxtaposer une boule bleue, aniconique, qui ne représente rien, et une figure célèbre de l'Antiquité, parce que toutes ces statues sont hyper célèbres, c'est très producteur de sens. Où il oppose finalement le figuratif et le non-figuratif, le blanc que par erreur on assigne à l'antique et la couleur, où il oppose finalement la vieille Europe, qui se gargarise de l'antique, et la modernité. Et pour ça que je vous explique ce que sont les boules bleues. La dame qui travaille sur les nains de jardin appréciera. Les boules bleues sont des décos de jardin américaines. Ils mettent ça dans leur jardin, comme les Allemands mettent des nains, et nous on met les Blanches-Neiges, j'en sais rien. Ils mettent ça dans le jardin, ils en mettent 3 ou 4, etc., etc. Donc on a l'association, si vous voulez, d'une espèce d'art des pauvres des banlieues américaines et du grand art européen qui finalement sont mis sur le même plan. Bref, on pourrait décliner, mais j'ai pas le temps parce que j'aimerais bien qu'on passe aux questions, cette série d'oppositions d'un Américain qui reprend la présence des figures grecques, des statues grecques, ce qui n'est pas la même chose, et le met en opposition avec un art contemporain, populaire, de banlieue, de jardin, sachant que, par exemple, le grand Héraclès de gauche, chez les Romains, servait aussi un peu de statue décorative. Hein. Pas de jardin, mais presque. Dernier point, avant-dernier point, sur le Laocoon. Le Laocoon, qui est un personnage de la guerre de Troie, a donné lieu à une représentation que l'on a découvert à Rome. Vous en avez une reconstitution du 19e en haut, lors de travaux urbains. Et Michel-Ange, censément, y a assisté, et vous avez la statue en bas, qui a été copiée par le moulage, etc., etc. Toute l'Europe se couvre de cette statue, qui est l'une des plus célèbres et des plus anciennes à avoir été découverte. Or, sur Internet, j'ai découvert cette image que j'ai adorée, qui pour moi est anonyme, sûrement quelqu'un l'a fait, et je voudrais vous faire part de mes différences d'interprétation. Tout le monde, je suppose, reconnaît le Laocoon sans Laocoon. Dans un premier temps, je me suis dit, comme certains artistes des années 30, ils
refuse le modèle antique, il acte, comme on dit à la télé, sa disparition, et ce qu'il proclame, c'est la disparition de l'art antique. Mais en même temps, dans un deuxième temps, je me suis dit, vous, comme moi, finalement, on reconnaît le Laocoon. C'est-à-dire, il a beau, enfin j'espère, il a beau ne plus être là, il est encore là, même quand on veut s'en débarrasser, il reste quelque chose de l'antique, et là particulièrement du Laocoon. Alors, avant, évidemment, la réalisation de, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce dessin sur Internet, il y a eu des moments de crispation concernant l'art antique et l'art grec, le corps grec, tout ce dont nous venons de parler. Essentiellement dû au fait que, vous le savez, une partie des nazis cherchaient, on arrive au point Goudouine toujours, hein, une partie des nazis cherchaient ses origines dans des grands personnages à cornes et dans les forêts, ça c'était le côté Himmler. Mais côté Hitler, ils cherchaient leurs origines chez les Grecs. Et donc, ils ont sponsorisé des fouilles, des recherches, etc. etc. Et d'ailleurs, Hitler, que vous voyez là, aimait tellement le disco-ball, on revient au début, qu'il avait convaincu la famille qu'il possédait et Mussolini de le faire venir à Munich. Et de fait, le corps grec apparaît dans ce qui est la célébration du corps allemand, le film de Leni Riefenstahl, qui invente la manière de filmer le sport, dont nous sommes aujourd'hui héritiers, enfin dont, pas moi, hein, mais ceux qui le filment en sont les héritiers, et je vous conseille, c'est sur Internet, mais vous serez probablement surveillés si vous le faites, de regarder le générique, qui est absolument génial, où la caméra de Leni Riefenstahl se promène au milieu de statues grecques, arrive au niveau du disco-ball, et là, j'ai pas bien réussi à le faire, en un fondu à chaîner, un athlète allemand, que vous voyez à droite, remplace le disco-ball, et donc la statue se met à s'animer. Donc qu'il s'agisse d'Olympia, enfin Olympia, le film, hein, les lieux du stade, ou qu'il s'agisse des expositions d'art grec, de cette photo censée démontrer la continuité entre les Allemands et les Grecs, plutôt les Grecs et les Allemands, il est clair qu'il s'agissait du goût de certains nazis, et donc, chez certains, cette association a perduré. Et aujourd'hui, d'ailleurs, voilà, je vais y revenir. Donc, cette association a perduré, mais ce que je voulais vous montrer, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, c'est le génie des Anglais. En effet, lors des Jeux suivant les Jeux de Berlin, vous avez à gauche l'affiche des Jeux de Berlin, à nouveau avec le disco-ball, qui est arrivé deuxième, si je me souviens bien, lors des épreuves, qui n'est pas premier. Ce que vous avez, c'est l'affiche des Jeux suivants, puisque les Jeux Olympiques, on nous explique, pas de politique, etc., vous allez voir. Ce sont les Anglais qui les organisent à Londres, et vous notez qu'ils reprennent la même, enfin, ils reprennent le disco-ball. D'ailleurs, ils en ont un au British Museum. Mais eux vont totalement en changer le sens. Vous notez qu'ils alors le disco-ball, les jeux, le sport, pas de problème, la Grèce, etc. Mais eux le superposent au Parlement anglais. C'est-à-dire ce qui symbolise la démocratie quasiment du seul pays qui a vraiment résisté à Hitler. Donc vous voyez comment il ne faut pas s'arrêter sur l'association nazisme, goût des nazis pour ces hommes blancs, musclés, machin, etc., etc. Il y a absolument moyen de retourner la perception qu'on a là. C'est exactement ce qu'a fait l'affichiste, et pas que, hein, ça apparaissait ailleurs, de l'Angleterre. Et pour parler, dernière image, du présent, vous voyez ici une sculpture d'un sculpteur chinois. Enfin, cette sculpture, c'est celle de droite. Hein. À gauche, je vous rappelle le disco-ball, au cas où vous n'auriez pas mémorisé le disco-ball. Et vous reconnaissez, j'espère tous, de même que vous avez reconnu le Laocoon, sans Laocoon, mais toujours là, vous reconnaissez évidemment le disco-ball, mais vêtu d'un costume Mao. Et là, il est bien clair que ce que signifie le sculpteur, dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom, c'est que le Parti communiste chinois, dont le costume Mao est en quelque sorte l'attribut, l'emblème, étouffe, enferme
la liberté qui est symbolisée par cette statue grecque du 5e siècle, athénienne, telle qu'elle apparaît sur l'image anglaise. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a de multiples manières de se réapproprier, de resémantiser l'art grec et le corps grec, et qu'il ne faut pas, comme certains woke américains justement dans les universités, le disqualifier sous prétexte que deux nazis ont eu la lubie de se prendre pour les héritiers de Périclès. Je vous remercie. On vous remercie. On vous remercie. Moi aussi j'ai des questions. Des questions? Je peux commencer, moi? Ah Oh, d'accord. Mais je garde les boules bleues pour après, alors. Oui? Ça m'a intrigué. Monsieur? Déjà, premièrement, merci beaucoup pour votre conférence. Pour ma question, juste basée sur l'ouvrage, donc l'introduction au théâtre grec antique d'Anne Legault et de Paul Demont, qui montrait justement que la comédie aimait se railler des chauves. Est-ce que c'est exactement la même chose en peinture, ou est-ce que tout simplement il y a des choses de représenter Les chauves? des chauves? Chauves, les cheveux. Alors, dans la comédie attique, on n'a gardé qu'un seul auteur, un auteur très réactionnaire, qui fabrique un genre dont on n'a pas idée aujourd'hui, qui tient à la fois du stand-up politique et de la fantaisie la plus délibérée, de la plus... j'arrive pas à trouver le mot. La plus délirante. Et on se moque à peu près de tout et de tout le monde. Les chauves en particulier, il y a un problème avec les chauves? Ils se moquent de tout. Oui, il y a un de problème tout avec et les tout le chauves, monde. mais- Ah bon, pardon. Ma question, c'est juste qu'on prend sur les poteries grecques. Non, les seuls chauves, vous les avez vus, mais ne sont pas chauves. Crâne rasé, et ça c'est vrai, c'était les prêtres égyptiens. Et les prêtres égyptiens, effectivement, se rasaient le crâne, et apparemment la nouvelle est arrivée jusqu'à Athènes. Mais normalement, les vieux en images sont signifiés comme tels, soit avec le bâton de vieillesse, si j'ose dire, soit avec la barbe blanche et une légère calvitie par moment. Oui, ou Socrate avec son crâne dégarni, parce que c'est le personnage. Je suis pas sûre qu'il soit vieux, lui, mais bon, c'est pas grave. Oh, il est mort à 60 ans, Socrate. 70 même. Monsieur Je rebondis juste sur ça. On parlait, c'était Aristophane dont on parlait. J'ai laissé de côté, mais dans les façons de représenter difficilement quelque chose, il y a la sénilité. Donc lié à l'âge. Aristophane moque régulièrement les vieux radoteurs. C'est un des ressorts de ses comédies. Il a toujours un chœur de personnes qui intervient auprès des trois protagonistes de ses pièces. Et il y a souvent donc un chœur d'hommes âgés. Et dans Les Nuées, dans une des pièces, le chœur est joué par des vieux séniles. Donc c'est une comédie en même temps. C'est une comédie, mais voilà, on les a pas dans l'art, parce que comment représenter la sénilité dans l'art? En revanche, on l'a dans les textes littéraires qui se moquent d'une petite fraction de la société. Voilà, donc c'est comme ça qu'on cherche effectivement ce que l'art ne représente pas. Il y avait une jeune fille devant, avant le jeune homme là-bas, oui? Par opposition à l'extrême vieillesse, moi j'aimerais savoir comment est représentée l'extrême jeunesse. L'enfance? Oui, Alors ça ne les intéresse pas. Donc de temps en temps, il y a des enfants, pour des raisons, narratives. Je vous ai montré Dionysos enfant. Il s'agissait de montrer l'enfance de Dionysos, donc forcément il est là. Il peut y avoir une mère avec son enfant, etc. Mais c'est très rare. Et ce qui montre que ça ne les intéresse pas, le voilà. Vous l'avez à gauche, si vous voulez, les enfants, voilà. C'est qu'ils ne s'intéressent pas à la morphologie, par exemple, des enfants. Les enfants sont représentés comme des adultes, mais de taille réelle. De petite taille. Mais c'est exactement la même chose, par exemple, dans l'iconographie chrétienne, où il y a un enfant, c'est le Christ enfant sur les genoux de sa maman, et très rares sont les peintres, alors même qu'ils en ont devant les yeux, à nouveau, il ne faut pas aller du côté du positivisme, ça ne les intéresse pas. Donc on a des Christ mal fichus, là, ils n'analysent pas la morphologie, etc., ils le représentent un peu n'importe comment, parce que ça ne les intéresse pas. C'est pas qu'ils ne le voient pas, c'est pas qu'ils l'analysent pas, c'est que ce n'est pas leur sujet, si j'ose dire. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de nourrisson, à proprement parler. Il y en a deux ou trois sur les cousses, Voilà, il y a quelques vases de représentation, mais l'enfant est déjà dans un âge, un an et demi. Si vous voulez travailler sur les enfants, il y a quand même des trucs. Mais c'est très marginal, et ça ne les passionne pas, apparemment. Voilà, vous avez la même grille de lecture que pour les anciens, c'est-à-dire soit c'est lié à un héros, soit c'est lié à une mythologie, et des nourrissons ou des enfants sans nom sont assez rares. Monsieur en blanc?
Oui, merci. Je voulais vous poser sur la question de la vieillesse et de la laideur. Savoir si je ne pense pas qu'il y ait une certaine ambivalence du rapport entre l'apparence et le fond en Grèce. Donc là, je repense à ce que vous montriez, donc une représentation de Priam aux cheveux blancs, on a aussi une représentation de Minos aux cheveux blancs, et pour la théologie, justement, Nérée, qui est l'image même de la justice et de la vérité, est la seule image positive de la vieillesse. Mais de l'autre côté, on va avoir des dieux extrêmement beaux, comme Eros, qui est le dieu le plus intellect, et du côté de Minos, peut être la laideur d'un Platon qui plutôt révèle son rapport au dieu Apollon. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine ambivalence du rapport entre apparence et fond, dans certains cas, donc Eros et Aphrodite, où l'apparence révèle déjà du fond, où la beauté du dieu révèle de son intuition, de sa puissance, et dans d'autres cas, celui de la vieillesse du roi sage, par exemple, ou de la laideur de Platon, où l'apparence est ambivalente par rapport à ça. Alors, ça, c'est le souci qu'on a en permanence. On a des scènes. Alors, il y a d'abord des textes. Quand on parle de Minos, il s'agit de ça. Hein. On a des textes qui présentent les caractéristiques d'un personnage. Donc, ce personnage, Minos et ses deux collègues qui aux enfers jugent les âmes et qui sont donc à la fois sages et particulièrement importants au point d'avoir un rôle dans les enfers après leur mort. Et si on n'a pas de texte, on n'a que des images. Mais ces images n'étant pas historiées, on leur fait dire ce que nous on voit, ce que nous on pense. Donc, de l'image. En histoire de l'art, quand même, on essaye, justement, de ne pas le faire. C'est difficile. Avec un Priam comme ça, je me dis que j'ai un Priam qui ne fait pas son âge. Quel est l'âge de Priam au moment de la guerre de Troie? Mais justement, c'est pas la question. Il est 60, 70 ans, 80 ans, parce que Hector a déjà 40 ans. Alors, je vais vous poser je me souviens plus, que ça fait longtemps que j'ai pas relu certains textes. Y a-t-il un seul texte grec, vous les connaissez tous, j'en suis sûr, où on donne l'âge de quelqu'un? Alors, on n'a pas de texte qui donne des âges, c'est ça. Mais comme dans l'art grec, on n'a pas de codification. Je crois que ce qui est pertinent, c'est que on ne donne pas. Aujourd'hui, c'est une obsession, la date de naissance, votre âge. Moi, on me la demande encore tous les 8 jours. Je me demande bien ce que des gens peuvent avoir à faire de ma date de naissance. Oh, mais j'ai encore, je la remplis en permanence. D'abord, c'est très récent de s'intéresser aux âges précisément. Moi, j'ai vécu dans des régions du monde où les gens ne connaissaient pas leur âge. C'était approximatif, ils avaient une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, ils ne connaissaient pas leur âge. Et vous l'avez bien vu de ce que j'ai dit et de ce qu'a dit mon collègue, l'âge, c'est comme le genre, ça se construit. Ça se construit de manière sociale, les âges eux-mêmes. Par exemple, dans l'Antiquité, l'adolescence n'existe pas. L'adolescence, elle est inventée, j'en sais rien, au XVIIIe siècle. L'adolescence, c'est pas une réalité. Malgré ce que racontent les médecins sur la couleur des IRM, l'adolescence, c'est une construction sociale, occidentale. Il y a plein de périodes et il y a plein de lieux aujourd'hui où il n'y a pas d'adolescence. C'est bien ce que je vais vous montrer avec les hommes et les femmes, qui objectivement naissent, grandissent, vieillissent et meurent. Il n'y a pas les mêmes âges chez les hommes et chez les femmes. Ce qui n'est pas la preuve d'une réalité différente de la nôtre, ils ne sont pas venus d'ailleurs, mais ce qui est la preuve que c'est bien une construction sociale. Et quand vous dites l'âge, je crois qu'il ne faut pas se poser la question de l'âge. J'ai dit, à un moment donné, en plaisantant, les jeunes dieux olympiens ont une vingtaine d'années et les autres une quarantaine d'années. J'aurais jamais dû dire ça. Ils ont 2 âges, mais ça ne se chiffre pas. Et à la limite, quand je dis une femme sans âge, je le dis sérieusement. S'il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de jeunesse. Elle n'a pas d'âge parce que l'âge n'est pas pertinent. Alors que chez les hommes, il y a la pertinence d'un âge pour des raisons d'érotique et pas que, mais dans les vases d'érotique, où il y a forcément une différence d'âge entre celui qui aime et celui qui est aimé, d'où une diffusion générale de 2 types d'images masculines complémentaires et un peu opposées, un peu plus âgées, un peu plus jeunes, mais ils n'ont pas d'âge. Si les statues que je vous ai montrées au début, ce serait un leurre absolu de se demander quel âge elles ont. Parce qu'il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes non plus. Il y a un modèle. Alors pensez, par exemple, je reprends une phrase, pas que, de mon maître Philippe Bruno, qui disait « Les statues masculines sont comme des planches anatomiques ». Si vous regardez, dans une autre vie, j'ai travaillé sur les planches anatomiques médicales modernes. Si vous regardez les planches anatomiques, bien évidemment que les médecins savent qu'il y a des enfants, des ados, des vieux, des gros, des maigres, des comme ci, des comme ça. Si vous regardez une planche anatomique, non seulement c'est une planche masculine,
Plus tard, on rajoute une femme un peu plus petite, mais en général, c'est un homme, et il n'a pas d'âge. C'est-à-dire il n'est pas ni jeune, ni... évidemment, c'est pas un bébé, hein, mais c'est, on va dire, exactement comme le canon de Praxitèle, c'est un homme en soi, si je peux dire. Et il n'a pas d'âge, parce que c'est pas pertinent. La seule pertinence, je vous l'ai dit, chez les hommes, c'est un peu plus jeune, un peu plus vieux, ce qui régit les relations sexuelles homosexuelles. C'est tout. Sinon, il n'y a pas d'âge, ou de manière marginale. Je vais donner un contrepoint qui est peut-être pas un contrepoint. C'est pas un contrepoint d'art, parce qu'en art, en effet, on ne peut pas dater et on ne peut pas donner d'âge. Il y a un contrepoint, je pense qu'il y a un âge politique. C'est-à-dire que dans ce monde où les conditions, les devoirs et les droits sont donnés en liaison avec des compétences physiques, il y a un âge politique qui se crée. Donc c'est un petit peu comme avec l'ambiguïté entre l'apparence physique et les compétences, ou bien l'aura intellectuelle d'un individu. Chez les anciens, on s'est quand même donné une idée qu'à un moment, un individu dans une cité devient citoyen. Ce moment, il est variable. C'est-à-dire qu'on dit c'est 18-20 ans, et en fait, la seule chose qui régit cette capacité d'un jeune homme à intégrer la société et l'Assemblée, c'est une dokimasie, c'est-à-dire une vérification par des adultes. On fait présenter le jeune homme devant un groupe d'adultes, et il l'ausculte, il le regarde. Et s'il a l'aspect trop juvénile, on lui dit non, non, tu es trop jeune, d'aspect. Et s'il a un âge qui, par sa morphologie, correspond à ce qu'on attend, c'est-à-dire 18-20 ans dans ces eaux-là, on dit tu peux intégrer l'Assemblée. On est donc dans une compétence d'âge qui est donnée par l'apparence. On fait la même chose avec les anciens, c'est-à-dire qu'à un moment, on dit l'individu, par son apparence physique, n'a plus la compétence d'intégrer la phalange. Globalement, on dit c'est vers 50-60 ans qu'on se prive des soldats âgés dans le corps de l'armée. Là aussi, je pense que c'est une compétence physique, c'est-à-dire qu'un homme bien conservé, musclé et capable de tenir le bouclier et la lance dans la phalange restera. Si l'homme n'a plus les compétences physiques, il basculera dans le groupe de ceux qui nous sont plus sollicités pour la guerre. On n'est plus dans un âge précis, mais on est dans un âge relatif dû à l'apparence liée à la conception du pouvoir ou du devoir. Donc je pense que c'est ça. La différence est toujours là. L'apparence est ce qu'on pense avoir à faire avec le corps politique ou le corps du soldat, par exemple. Mais vous voyez, c'est le problème, c'est-à-dire que c'est l'image qu'on se fait d'un corps qui convient ou qui ne convient pas. Donc c'est ce paradoxe toujours entre le corps et les compétences de Mais dans le mythe et dans l'image, deux choses différentes, même s'il y a un point commun, l'âge n'a pas d'importance, si j'ose dire. Je vous dis après, je vais vous citer, j'arrive plus à me souvenir exactement quel texte, mais peu importe. Si on prend la guerre de Troie et Hélène. Hélène est enlevée alors qu'elle est mariée et elle va à Troie. Mais il existe des mythes qui expliquent qu'elle a déjà été enlevée par Thésée à une génération d'avant. Et certains mythographes tardifs et certains hellénistes facétieux modernes ont calculé l'âge d'Hélène, selon nos critères, indiquant qu'au moment où elle a été enlevée, elle devait avoir une soixantaine d'années. Donc vous voyez, la question n'est pas de l'âge. De même que les dieux n'ont pas d'âge, les personnages n'ont pas d'âge, il n'y a pas de chronologie. Lorsqu'on est dans le combat où enfin les Olympiens prennent le pouvoir, Héraclès est déjà avec eux, Athéna est censée être la première fille de Zeus, mais les autres sont déjà là. Bref, nos catégories de chronologie, de durée, de date, etc. n'ont absolument pas cours en termes de représentation, puisqu'on ne représente jamais l'histoire. On représente le mythe, on représente des catégories générales, des citoyens, des Grecs, des barbares, etc. etc. Ce n'est jamais circonstancié. Donc, en image, il faut enlever toute chronologie, je crois. Je vais revenir dessus justement. Il y a une partie encore plus précise qui est les représentations sur les bases de la scène culturelle. Et je pense notamment à ce qui se passe à Athènes, où il y a une cérémonie notamment féminine, où la question de l'âge a une importance tout à fait particulière. L'artéia, la caléphorie, la réphorie, où pour ces cérémonies-là, on peut croiser le corpus des céramiques avec des prescriptions à la fois épigraphiques et textuelles qu'on a après dans les histoires antérieures, où l'âge est exprimé de manière très numérique, où on a des prescriptions en termes d'années, dans les années ne sont pas comptées de la même manière, mais on a des prescriptions d'âge tout à fait précises, de catégories d'âge et de zones d'âge. L'artéia doit s'effectuer entre les 5 et les 7 ans, des choses comme ça.
qui permettent quand même de croiser des représentations iconographiques de scènes culturelles avec des images que l'on connaît, qu'on peut identifier numériquement. Et sur ces représentations-là, les individus plus jeunes sont représentés différemment. Vous aviez mentionné le rapport qu'il y avait entre la tête et le reste du corps dans l'iconographie féminine, le rapport des 87, et sur le corpus qui concerne l'Artélia, on a retrouvé à Boron et communiqué aussi à Athènes. On retrouve cette idée de proportion, mais avec des proportions qui changent pour les adolescentes. Et pour les enfants, pour les adolescentes, le rapport sera de 1 à 6. Et pour les enfants plus jeunes encore, de 1 à 5. Donc, il me semble qu'on a quand même certains moyens dans des contextes très particuliers. Et les contextes culturels, là où en fait l'âge est important et doit être montré, de mettre en évidence qu'il y a des différences d'âge. Et quelqu'un a parlé tout à l'heure des nourrissons. Il y a aussi des corpus de pixies antiques, de coffrets à bijoux, ou sur des scènes domestiques, on trouve des nourrissons. Oui, on en a sur des cousses, des anthestéries, on a des tout petits bébés qui ne marchent pas. Dans les langes, en lange. À 4 pattes. À 4 pattes, et comme pour les vases qui représentent des scènes culturelles, en fait, au-delà de la représentation physique de l'âge, l'activité qui est pratiquée, les attributs permettent aussi d'identifier et de catégoriser, de définir un âge, entre guillemets, ou en tout cas de identifier, de percevoir des individus comme plus jeunes, plus vieux, avec une lecture qui peut parfois être assez fine. Le corpus boronien présente des jeunes enfants entre 5 et 6 ans, des adolescentes qui sont plus âgées, qui ont entre 12 et 15 ans, et des femmes beaucoup plus matures. Et on arrive sur le même vase à faire la différence entre au moins 3 âges de la vie. Oui, alors on connaît bien le dossier boronien ensemble. Les petites ours, effectivement. Alors, je pense qu'il y a quand même une dimension, c'est-à-dire qu'on ne peut interpréter les vases que parce qu'on a les règlements religieux à côté. C'est-à-dire qu'on connaît les âges par des textes. Et on peut identifier des classes d'âge par les vases. Moi, je reviens comme pour le banquet à la grille de lecture. Ces vases sont des vases religieux, ils sont offerts à la divinité, ils sont stéréotypés. C'est-à-dire que les jeunes filles sont toutes identiques de visage dans une classe d'âge. Donc il faut faire aussi attention à ça, c'est-à-dire qu'on représente une classe d'âge, mais on ne représente pas des personnages individualisés. Donc on est comme pour le banquet, où le vase de banquet est acheté par un hôte qui veut montrer ses beaux vases de banquet à ceux qu'il va inviter chez lui. Là, on veut idéaliser la scène en mettant les catégories, parce que c'est un rite de passage. Donc effectivement, il y a le décalage. Est-ce que dans nos vases de Brown, c'est strictement une réalité, ou est-ce que c'est une réalité stéréotypée ? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, comme pour un rite de passage, quand on sait qu'à certains âges de la vie des hommes et des femmes, certaines cités ont des rites de passage, religieux ou civils, qui s'appliquent. Donc voilà, c'est toujours la grille de lecture de l'interprétation et du stéréotype sur une image. On ne s'en sortira pas parce que les textes donnent une idée, que le vase vient croiser cette idée, mais qu'ensuite, on ne sait pas quelles étaient, du point de vue du peintre, les obligations qu'il avait. Est-ce qu'il pouvait représenter ce qu'il voulait ? Est-ce qu'il y avait une image codifiée qui devait représenter plusieurs fois à la demande d'un prêtre, d'une prêtresse ou d'une famille ? Ça, on ne le sait pas. Alors, je voudrais revenir sur la question que vous avez posée. Enfin, ou du moins les remarques que vous avez faites. Effectivement, il y a des vases avec des petites filles, etc. etc. Sur la quantité de sculptures et de vases produits, ça veut pas dire que c'est pas intéressant, mais c'est extrêmement marginal. Hein. Il y en a quelques dizaines face à des centaines de milliers. Deuxième remarque, il y a quelques cas, effectivement, où l'âge, parce que ça a l'air d'être le sujet qui vous préoccupe à 20 ans, est pertinent, alors que le reste du temps, il ne l'est absolument pas. Pouvoir combattre, pouvoir faire des enfants, quel est l'âge ? Une femme peut faire des enfants de tel âge à tel âge, ça dépend de la personne, ça dépend des lieux, ça dépend des milieux, etc. Ça dépend de l'alimentation. C'est ça qui est pertinent, pouvoir faire des enfants ou pas pouvoir en faire. Porter un bouclier de 20 kilos ou ne pas pouvoir le faire. Les cas où, à Athènes ou ailleurs, l'âge, au sens moderne du terme, est pertinent, sont extrêmement rares. Et les images dont je vous parle, aussi bien les statues que les vases, n'ont pas du tout le même statut social que les rites dont vous parlez ou quelques textes que tu as cités. Qui lit Platon ?
À l'époque de Platon, 50 mecs. Ceux qui sont à l'académie. Personne d'autre ne les lit. Qui lit Hippocrate, les médecins grecs, c'est tout. Qui voit ces images? Tout le monde. Les statues, elles sont partout, dans les sanctuaires, dans les temples, sur les agoras, dans les rues, dans les maisons pour les riches. Elles sont strictement partout. Qui voit ces images de vases? À Athènes, en tout cas, hein, tout le monde. Enfin, tout le monde, pas les pauvres, mais même, on a des textes qui nous disent même un pauvre peut s'en payer un. Il n'en aura qu'un, mais bon. Il les voit ailleurs, on les voit sur le marché, on les voit strictement partout. C'est-à-dire que la valeur à la fois documentaire est très différente de celle des textes, pour nous. C'est-à-dire que ça ne nous parle pas des mêmes gens, ce ne sont pas les mêmes qui les voient, et en termes de valeur prescriptive et en même temps de reflet du réel, ils n'ont pas du tout non plus la même valeur. C'est-à-dire que le mythe et ses images, ou ces images et particulièrement les images du mythe, irriguent une partie de la société et une partie de la vie très différente de tel ou tel rite, de tel ou tel texte. Et vous voyez ce que je veux dire ? La diffusion, la réception ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire, il y a effectivement des textes de banquet, c'est même devenu un genre littéraire. Hein, le banquet, c'est devenu un genre littéraire, il n'y a pas que celui de Platon, il y en a plein d'autres. Ceci dit, une fois de plus, c'est un document pour nous, ça se diffusait dans l'Antiquité, et ça raconte un banquet. Si l'on regarde les milliers de vases attiques, alors là, du coup, qui ne parlent que d'Athènes, hein, 6e, 5e, sur le banquet, on voit autre chose. Par exemple, sur les vases, ils font jamais de philosophie, alors qu'ils en faisaient quand même. Ils n'en font jamais. Quand tu dis il faut, chez Platon, ne pas boire, on a des tas de vases où on les voit en train de vomir. Et je ne vous raconte pas le reste avec. Ça, on ne peut pas vous le montrer, ni même le dire. Donc, vous voyez, le statut de l'objet étant différent, son destinataire peut être différent, et même le destinataire, peut-être qu'il y a des gens qui ont ces vases et qui lisent Platon, mais ce n'est pas le même moment, ce n'est pas les mêmes circonstances. Donc ça ne témoigne pas et ça ne véhicule pas du tout les mêmes valeurs. C'est comme si vous vouliez comparer le cinéma de Godard et le péplum italien. La diffusion n'est pas la même, donc ce n'est pas fait de la même manière. Ce n'est pas nécessaire que le même public, mais en même temps, les mêmes. Moi, je regarde les deux. Enfin, plus des péplums que des Godard. Mais oui, on ne veut pas la même chose, ça ne témoigne pas de la même chose. Mais il y a des enfants, des petites filles aussi. Bon, alors il y a plein de questions, on va essayer d'abréger nos réponses. Voilà. Oui, donner la parole à tout le monde. Monsieur ? Je voulais revenir sur du coup la représentation de Socrate par rapport à sa laideur. Finalement, le vieux, le lait, ça vous branche tous. Je savais, je suis dans l'actualité. Est-ce normal ? Je voulais faire un point sur la représentation que Xénophon en fait quand il traite justement, quand il met en contrepoint Socrate et Critobule, l'autre personnage qui est dans les Mémorables et dans le banquet, où il y a un concours de beauté et Socrate est persuadé de gagner et Critobule se moque de lui en lui disant que c'est impossible parce que tout le monde sait qu'il est extrêmement laid. Et en fait, Socrate vient à penser que sa beauté se reflète par la possibilité de son corps à remplir toutes les fonctions physiques, donc c'est-à-dire marcher, boire, manger, parler, etc. Et donc je voulais savoir s'il n'y avait pas une diffusion justement de la représentation du lait à partir de la laïcisation de la pensée, à partir des écrits platoniciens ou même de Xénophon. Pas dans l'image. Je pense que vous irez loin dire ça, hein, parce qu'on a plein de représentations d'individus laids, mais on est dans le grotesque. On est donc dans le théâtral et les thématiques qui plaisent autour du théâtre. Donc des masques, des personnages comiques, des esclaves dans le théâtre. L'esclave, c'est toujours dans le théâtre celui qui fait les bêtises. Hein. Donc c'est celui qui vole, c'est celui qui ment. Donc ces personnages-là, on les a représentés. Et dans le théâtre, il y a toujours des ressorts d'individus peu honorables. Donc ceux-là, on les représente régulièrement. Et comme il y a un phénomène de mode à l'époque hellénistique, il y a plein de grotesques. Il y a plein de personnages de ce type-là. Je ne pense pas que la pensée platonicienne et que la pensée socratique soient arrivées jusqu'à des représentations artistiques hors des deux personnages-là. Elles ne se diffusent pas. Il ne faut pas imaginer que tous les jeunes en Grèce lisent Platon. Alors, aujourd'hui, dans toutes les universités du monde, on lit encore Platon. Mais dans l'Antiquité, la diffusion de Platon est super limitée. Donc ne vous imaginez pas, parce qu'il est important pour nous ou pour vous, que tous les Athéniens du IVe siècle le lisaient. D'abord, il est l'ennemi d'Athènes.
donc il était quand même très circonscrit, il a failli devenir esclave, il a failli être exécuté, donc il est totalement dans les marges, Platon. Aujourd'hui, il est central, mais il faut pas... Enfin, il me semble, quand vous étudiez des textes, il faut aussi se demander, non pas ce qu'ils nous disent à nous, bon, très bien, ils nous disent quelque chose, tant mieux pour vous, mais se demander quel est l'écho qu'ils ont dans l'Antiquité. C'est-à-dire d'où ils viennent et à qui ils s'adressent et qui les lit. Oui, je suis désolée de ramener ça, mais les statues que je vous ai montrées, infiniment plus de gens les voient en permanence qu'un passage de Xénophon. Mais justement, il y a des médiums beaucoup plus importants que les statues, comme les monnaies en fait, qui circulent beaucoup plus librement, qui représentent des souverains hellénistiques. Alors c'est plus tard, oui. Mais ils ne sont pas laid. Non, il y a quand même des représentations où ils sont vieillis, les yeux oui, bien sûr. etc. Ils sont identifiés pour que le personnage... Alors c'est pas toujours le cas, parce qu'Alexandre est toujours le même. Mais il y a des rois hellénistiques, et sur la monnaie, c'est un autre support, où le personnage est présenté avec son vrai faciès, et donc par rapport à l'âge qu'il veut donner, qui peut être présenté jeune ou vieux, etc. On est sur des monnaies, donc c'est un autre outil, et puis la monnaie ne circule que dans l'espace du souverain ou au-delà, là où le souverain a des relations, donc la monnaie, c'est pas un objet... Les monnaies hellénistiques en plus... C'est pas un objet artistique de portée d'une statue, c'est un objet de pouvoir identifiant le propriétaire de cet objet. Et il y a une question de style. C'est-à-dire, si vous regardez les Athénas classiques, elles ressemblent à rien. Elles sont toutes pareilles. Voilà, elles sont très laides. Elles ont un gros nez, des yeux globuleux. On est dans le générique, c'est-à-dire le réaliste, mais générique. Il n'y a pas de singularité ethnique, individuelle, etc., etc. Ce n'est qu'à l'époque hellénistique, très probablement sous l'effet double d'un changement de pouvoir qui est incarné dans des personnes et non plus dans des généralités où aucune tête ne dépasse, comme à Athènes, et en même temps une construction, une naissance en partie de l'individu qu'on va avoir non seulement des corps, mais également des visages singuliers. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas des portraits avant, mais on avait des portraits pas ressemblants. Des portraits qui ressemblaient à une image généralisée. Le seul qui est singulier, quasiment, c'est Socrate. Et encore dans des images tardives. Mais à partir de l'époque hellénistique, pour plein de raisons culturelles, de savoir-faire, mais surtout liées au régime politique, on va avoir l'émergence de figures singulières. Il n'est pas question de représenter les traits de Périclès. Ne vous dites pas que Périclès ressemblait au buste que vous avez tous en tête. Par contre, à partir d'Alexandre et avec les diadoques, etc., on va avoir des représentations d'individus, et comme dit le sociologue allemand, ça va ruisseler chez les autres. Il y a pas de questions sur le corps. Les vieux, les laits. Oui. On peut parler des boules bleues si tu veux. Hein. Non, j'ai une question, moi. Il reste 6 minutes, oui. La jeune fille en... Oui. Je me demandais, est-ce que dans certains contextes ou à certaines périodes dans l'art grec, la difformité, est-ce qu'elle aurait pu être associée au-delà du grotesque à par exemple quelque chose à travers la chance, alors dans l'art, il n'y a pas beaucoup de... Alors c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que quand on a la présentation de personnages difformes, c'est qu'on a un mythe, une explication, une anecdote qui justifie sa représentation. C'est pas un anonyme, c'est pas un personnage de la société boiteux, etc. Et donc on a des cas... Je vais t'en montrer un générique. Attends, vas-y. Alors, donc je vais dire une bêtise et non, pas du tout. Et effectivement, les anciens l'associaient, on est marqué par le destin, on est marqué par les dieux de deux façons, on est difforme parce qu'on a un rôle à jouer, il est positif ou négatif, ça c'est le destin de l'individu qui est déjà donné, mais l'individu ne sait pas ce pourquoi il est là. Donc les difformités sont présentes, oui, voilà, mais là on est dans quoi ? On est dans le mythe. Oui. Parce que dans la société grecque, en fait, on accepte que les gens soient difformes. Ils sont exclus d'une série de catégorisation parce que s'ils ne peuvent pas tenir leur place dans la phalange, qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, ils n'ont pas de rôle politique ou militaire. En revanche, on peut penser, parce qu'on pense en termes de religion, qu'ils ont un rôle à jouer, mais on ne sait pas lequel. Comme les devins, Tirésias est aveugle, comme un tel est boiteux, comme les Grecs qui n'ont qu'un œil pour trois, mais qui ont un rôle à jouer, etc. Donc il n'y a que comme ça qu'on a des ressorts. Mais sur le plan social, on sait que les gens difformes dans les sociétés sont mis de côté. Parce qu'ils ne sont pas de rôle immédiat et direct, je dirais de rôle complet dans la société.
Moi, je dirais pas tout à fait ça. Si on prend le cas singulier de Socrate et le cas générique, par exemple, des corps hybrides, que ce soit les gorgones ou que ce soit les satyres, évidemment, il y a une partie du discours ou de l'image qui les montre différents. C'est-à-dire gorgones, satyres, centaures sont hybrides, mi-homme, mi-animal, ou mi-femme, mi-animal, et Socrate est laid. Censément. Mais d'une certaine façon, c'est paradoxal. Parce que le plus bel homme du 5e siècle passe toute sa vie à lui courir après pour coucher avec lui. Donc, ce qu'on entend par laideur, c'est-à-dire de différence par rapport à la norme, je ne suis pas sûre qu'il faille le penser entièrement en termes de laideur. La métaphore du silène, bon, pourquoi pas. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, tu as été très pudique là-dessus, c'est que Alcibiade, qui est le plus bel homme à Athènes du 5e siècle, passe son temps à vouloir aller sous la couverture très directement avec Socrate. Donc c'est bien qu'il y a une séduction, si j'ose dire, alternative. Vous avez un deuxième exemple avec la Gorgone, qui a d'abord été représentée comme un monstre qui paralyse, pétrifie par sa laideur, mais vous le voyez à droite, les Athéniens, dès le 5e siècle, ont inventé une alternative au mythe où elle paralyse par sa beauté. Ce n'est plus la laideur qui paralyse, c'est l'érotisme, le désir érotique qui paralyse. Et pendant toute la période moderne et contemporaine, il y a eu les deux voies. La voie où la Gorgone, je vous ai mis un exemple, celle de Rubens est laide, et puis une voie chez les symbolistes, et à nouveau dans le pop art, le cinéma, les péplums modernes, etc., où elle est belle. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Quant à l'hybridation, dont on pourrait considérer que s'il y a l'homme et la femme, le grec et le barbare, il y a l'homme et l'animal, l'hybride est par définition ce qui conteste la séparation des espèces, puisqu'il est à la fois de l'animal et de l'homme, ou de la femme. Vous avez un exemple avec les satyres qui sont centaures, mi-cheval, mi-homme, qui sont en général négatifs, violents, etc., etc. Mais il y a le centaure Charon qui, lui, est le contraire, le bon centaure. Et puis vous avez le cas du satyre. Je ne vais pas vous commenter longtemps le faune Barberini. Le faune, c'est satyre en latin. Où il faut savoir que c'est un hybride, vous voyez, il a juste une toute petite queue, c'est le détail qu'on voit sur le côté, au-dessus des fesses. C'est aussi un être hybride, mais de toute évidence, il s'offre à l'admiration érotique du public. Donc, de même qu'il peut y avoir une fascination pour les barbares, il y a aussi une fascination pour le lait, et il y a une fascination érotique, et une fascination érotique pour l'altérité du corps, le corps hybride, même s'il n'est pas très hybride, je vous l'accorde. On va peut-être prendre une dernière question, parce que le temps passe et qu'il va falloir tout de même pour libérer la salle. Et on pourra continuer après. C'est pour toi. Le regard sur sa faune, c'est du simple réalisme ou il y a... Oh, j'ose espérer que ça existe en vrai. J'ose espérer que ça existe en vrai. Des faunes, tu veux dire? Non, me demande si c'est réaliste. Non, uniquement réaliste, puisqu'il y a un regard de voyeurisme. Ça dépend comment on prend la photo. Oui, mais là, c'est la pub. Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris votre question. Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il a une position réaliste? Oui. En dehors de la petite queue à l'arrière, mais je vous dis qu'il est très difficile à voir, bien évidemment qu'il est réaliste. Alors tous les hommes ne sont pas comme ça. Avec les jambes écartées. Oui. Oui. Est-ce que c'est un regard de voyeur? Enfin, je sais pas. Bien sûr. Du simple réalisme. La posture est réaliste, mais oui. Il y a de toute évidence une dimension. Le spectateur est forcé de le regarder avec un certain désir sexuel, oui. C'est pour ça qu'elle est faite, cette statue. Et elle est en même temps réaliste. Même réaliste à nouveau comme le Dorifort. Tous les hommes ne sont pas comme ça tout au long de la vie. Bon, une dernière, la jeune fille. Une dernière, oui. Oui, non. Réponse oui, non. Donc dans la peinture, la représentation du féminin reste toujours très masculine. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Dans la peinture, est-ce que la représentation du féminin reste toujours masculine? Chez les Grecs, ils vont, en peinture, ils vont très peu s'y intéresser à la fidélité réaliste des formes féminines. Par contre, ils vont le faire pour la sculpture, mais avec des Aphrodites.
Et donc on a un peu un modèle unique qui va se répéter. Mais je ne vois pas d'études véritablement poussées comme pour les hommes au niveau du corps féminin. Merci. Ok, merci à tous pour votre... Tu m'enverras tes questions sur les boules. Je suis désolée, j'ai un peu... Oui, pardon, tu permets juste en 3 points pour terminer. La conférence sera rediffusée sur notre chaîne YouTube. On a différents réseaux sociaux justement pour que vous puissiez regarder tout ce qu'on fait. Et on organise une conférence pour la semaine prochaine, c'est le 4 avril, qui sera de 19h à 20h. Et c'est sur le sport de compétition, les athlètes et la médecine dans la société en Grèce ancienne. Et c'est avec monsieur Paul Demont, professeur émérite, qui a étudié ici. Enfin, qui a étudié. Pourquoi je te gêne les boules? C'est fini l'enregistrement. Merci beaucoup à vous. Je te demandais le centre de gravité, la statue change complètement parce que le regard. Et donc en fait ça change toute la statue parce qu'en fait on regarde plus du tout la même chose. C'est comme celui-ci, si tu avais mis ton cachet là, on regarde tout le visage. Et finalement la statue antique sert.